Mesdames, messieurs, bonjour, bonjour à tous. J'espère que désormais le son et l'image passent correctement. Vous devriez désormais voir quelque chose à l'écran. Plafond de la dette US, gap sur le luxe et PMI pour le programme du Market Live du jour. Absolument navré pour ces problèmes techniques aujourd'hui. On essaiera de régler ça pour les prochains Market Live. Je vais donc poursuivre un petit peu en mode bricolage aujourd'hui, mais vous devrez quand même voir dans mes écrans donc les slides et puis ensuite les graphiques qui vont suivre. Donc bienvenue à tous, bienvenue avec un petit peu de retard dans ce Market Live. On va commencer tout de suite donc avec la partie macro et ensuite on passera à la partie graphique. D'ici quelques petits instants. Je vous rappelle que le Market Live, donc c'est du direct tous les jours de 11 à 12. On fait une partie macro pendant 10-15 minutes et une partie analyse graphique ensuite pendant une quarantaine de minutes sur indices, devises, matières premières et crypto. Vos questions sont les bienvenues sur le chat à votre disposition. N'hésitez pas à me les poser. On va donc commencer un peu tarder la partie macro de ce live et on va donc reparler du gros sujet du moment, à savoir le plafond de la dette US. Et on a donc eu une nouvelle réunion entre un des responsables républicains, des leaders républicains au Congrès qui s'appelle McCarthy, Kevin McCarthy, et le président américain hier soir. Ça s'est terminé, les premières déclarations post-réunion sont intervenues autour de 1h du matin. Je vous ai mis un petit tweet dans la foulée pour vous montrer les déclarations de McCarthy. Ça n'a pas beaucoup réagi d'ailleurs dans la foulée. Alors là, en substance, bon, vous avez tous vu depuis ces infos. En substance, c'est qu'il y a eu des progrès, semble-t-il, sur les parties les plus ardues, les plus problématiques. Toujours pas d'accord, par contre, mais une tonalité des déclarations post-réunion qui était plutôt, on va dire, je sais pas si on peut dire optimiste, mais qui était peut-être un peu moins, voilà, hop. Qu'est-ce que je vais vous montrer en même temps? Voilà, c'est cette image. Donc, des déclarations qui montrent qu'il y a du volontarisme des deux côtés. Alors, la question, c'est est-ce que ça débouchera sur quelque chose? Normalement, oui. La question, c'est quand? Pour les marchés, tout est là-dedans. C'est quand ça débouchera sur quelque chose. C'est pas tellement si. Il y aura forcément, à un moment donné, un accord. La question, c'est est-ce qu'il interviendra avant le 1er juin? Est-ce qu'on dépassera la date du 1er juin? Voilà, c'est ça qui compte pour le marché. C'est pas est-ce que les États-Unis feront défaut, entrer dans le monde dans une apocalypse terrible? Ça, évidemment, ces scénarios noirs ne sont pas du tout l'ordre du jour, mais on rappelle qu'entre un scénario noir complet qui n'est jamais arrivé d'ailleurs, à savoir défaut total, et espérons que ça n'arrive jamais d'ailleurs, mais une situation où l'accord est trouvé avant, on sait que tout peut arriver. L'idéal, c'est d'avoir un accord avant le 1er juin. Si après il y avait accord que j'ai envie de dire, le 3 ou 4 juin, ce ne serait pas la cata non plus. Il y aurait peut-être un petit shutdown pendant quelques jours, mais qui pourrait être... voilà, c'est pas grave en soi, mais pour les marchés, ça compte quand même. Il est clair que si par contre, d'ici le 1er juin, il n'y a pas d'accord, on verra probablement le S&P plus bas que les niveaux actuels et tous les indices américains pareil. Donc il y a quand même un lien évidemment des marchés, avec les marchés par rapport à ce risque-là, mais c'est vrai qu'on voit quand même ce risque se manifester beaucoup plus sur la partie obligataire, sur la partie des taux, que sur la partie action. Ça c'est très clair. Sur les actions, quand vous regardez, vous ouvrez un graphe du SP500, du Nasdaq ou du Dow Jones, rien ne vous indique visuellement qu'il y a un stress particulier qui parcourt les marchés. Vous avez un VIX à 16-17, donc c'est pas une tension massive. Le vrai pricing du risque, on l'a surtout sur la partie obligataire, et c'est ce que vous avez actuellement à l'écran, c'est les échéances courtes, les taux courts, notamment le taux à 1 mois, où là, vous voyez, ce matin, il grimpe encore. On est à 5,86, 5,88, et donc toujours pas d'amélioration de ce côté-là. Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que vous avez une valeur obligataire qui baisse, des rendements qui montent, parce que tout le monde craint évidemment à horizon quelques jours, quelques semaines, ce risque de défaut. Et donc, pour se couvrir, eh bien, on allège évidemment les expositions très courtes comme ça sur la dette américaine, même si il y a des convictions claires que les échéances à 1 an, 2 ans ou autres seront évidemment pas concernées par ces problèmes-là. Mais toutefois, et là on va y venir, il y a quand même ça transpire un peu quand même sur les échéances un peu plus longues. C'est-à-dire que vous avez vu là, ce graphique 1 mois que c'est clairement les obligations très très courtes qui voient les taux se tendre le plus. Il va y avoir une courbe de taux, la courbe de taux américaine, c'est sur la partie la plus à gauche de la courbe de taux, sur les maturités très très courtes, que c'est complètement cabré. Mais toutefois, on voit quand même que sur les taux courts, mais pas archi court, comme le taux de 2 ans par exemple, on a quand même eu, et ça c'est le scénario qu'on avait dessiné il y a quelques jours, on a quand même eu un redressement des taux. Et ce redressement de taux se fait, donc vous voyez, on était il y a quelques jours à 3,60 et quelques, là actuellement on est à 4,37 quasiment. C'est un plus haut depuis le mois de mars également, donc c'est pas un petit mouvement. On avait indiqué qu'on pensait qu'effectivement il y aurait plus de logique à retrouver une zone entre 4 et 4,50 pendant quelques temps que de rester longtemps en dessous de 4 avant que la Fed ne pivote. Donc on a bien ce scénario-là. Par contre, les effets produits par ce scénario sont inexistants, ça c'est très clair, sur le Nasdaq. Moi je pensais clairement, on l'avait analysé comme tel, qu'un regain de tension sur les taux courts notamment, avec un retour dans cette zone, vers la zone des 4,50,
pourrait être problématique pour le Nasdaq parce que renforcement aussi du dollar et donc vent contraire en fait pour les actions américaines, dollar plus fort, plus taux plus élevé, égal vent contraire, tout ce qu'on a vu comme schéma finalement l'année dernière, les taux qui se redressent, le dollar qui monte et les marchés qui baissaient et des répliques qu'on a également eu un petit peu cette année. Et là, force est de constater que les taux américains se sont redressés mais qu'il n'y a pas eu d'impact du tout à ce stade en tout cas. Alors on verra si ça monte encore, peut-être qu'il y en aura, mais à ce stade c'est quand même quelque chose qui est à noter et que moi je n'avais pas vu, ça c'est très clair. Je pensais que les taux allaient se redresser, ça là-dessus on n'a pas eu tort, mais que cela produit des effets sur le marché action, là en revanche ça ne produit pas d'effet sur les valeurs les plus sensibles, notamment la tech. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Voilà, c'est désormais ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On considère que du coup, les hausses de taux n'ont plus d'effet sur le marché action, donc ce dernier est très résilient et que donc il n'y aura plus de schéma de baisse parce qu'ensuite les taux vont repartir à la baisse et que tout ira bien pour le marché action du coup. Est-ce que c'est ça qu'il faut en conclure? Vraiment que la résilience du Nasdaq, du SP500, c'est un bon signe parce que ça veut dire qu'au moment où les taux vont se détendre pour de bon, parce que, je sais pas, prochain chiffre d'inflation, par exemple, il y aura des meilleurs chiffres, etc. Ça peut être la première conclusion. Marché est résilient, malgré les taux qui se redressent, on peut conclure ça. L'autre hypothèse, mais ça, c'est le temps qui nous le dira, le Nasdaq, le S&P tiennent pour l'instant, mais si on monte encore un petit peu à 4,40 ou 4,50, peut-être que ça va lâcher d'un coup, parce que ça voudra dire que si les taux montent encore, que en plus d'une inflation collante qui fait que les taux se redressent aussi, doublés de négociations qui pour l'instant n'accouchent pas d'un accord sur le plafond de la dette, à ce moment-là, les actions commenceraient à basculer un peu plus fortement à la baisse, au fur et à mesure de la poursuite de la remontée des taux, si cette remontée des taux est bien tirée par ce mix, à savoir inflation collante, mais ça, on aura l'inflation PCE en fin de semaine, mais ceux qui vont compter beaucoup comme chiffres, c'est surtout les chiffres là du mois de juin, avant la réunion de la Fed, c'est la veille d'ailleurs, en juin, la veille de la réunion de la Fed qui sera mi-juin, vous aurez les prochains chiffres d'inflation, le CPI, donc là ce sera très important, mais donc d'ici là, si les taux très, très court, et même si le taux 2 ans continue de monter, c'est là qu'il faudra surveiller quand même le Nasdaq si il monte ou pas. Mais il est clair que si on prend encore 20 ou 30 points de base là, sur le taux 2 ans, comme ce qui s'est passé ces derniers jours, et que le Nasdaq ne pipe pas, ne bronche pas, sans forcément qu'il monte beaucoup plus, mais s'il ne rend pas de gain, c'est clairement une preuve de résilience, ça c'est très clair. Voilà, donc moi à ce stade, je suis encore un poil méfiant parce que je vois que ça se tend sur les taux, que les actions ont monté, mais est-ce que c'est finalement un peu d'euphorie sur les actions, ou en tout cas un peu trop de complaisance sur les actions à court terme qui vont devoir corriger, mais ça, à ce stade, on n'a pas la réponse. Donc je vous dis, on le verra un peu avec les jours qui arrivent, donc on n'est pas obligé de se placer sur le Nasdaq non plus, si on a des doutes, parce que est-ce que c'est la résilience ou est-ce que c'est un peu de complaisance à court terme? Voilà. Et ça, je ne sais pas le qualifier à ce stade. Voilà. Il est clair que c'est une bonne tenue, ça le note, c'est quand même, il y a quand même une part de résilience. Mais est-ce que la résilience voudrait dire que même si les taux montent encore, le Nasdaq ne bougerait pas, vous voyez? Donc, est-ce qu'on est dans la résilience un peu, ça c'est très clair. Est-ce qu'il y a un peu de complaisance? Ça, je ne sais pas. Voilà. C'est là-dessus que je ne pourrais pas dire à ce stade. Donc, on va surveiller dans les jours qui viennent comment ça évolue. Autres éléments qu'on note ce matin. Alors sur le plafond de la dette, donc on rappelle rapidement, bon vous avez plus l'actu, tous les médias en parlent, donc on va pas revenir là-dessus, il n'y aura pas trop de valeur ajoutée à ce qu'on va dire là, mais en gros, ce qu'il faut arriver à réconcilier dans ces négociations sur le plafond de la dette, c'est d'un côté, on connaît tous les thèmes, c'est les thèmes qui sont des thèmes à chaque fois partisans finalement. D'un côté, les républicains veulent que les démocrates baissent les dépenses, de l'autre côté, les démocrates veulent que les républicains, dans le paquet qu'ils proposent, que les républicains fassent des concessions sur l'aspect fiscal, sur l'aspect taxe, etc., parce qu'il y a eu beaucoup de baisses d'impôts, etc., sous l'ère Trump, etc., et que les républicains, pendant que les démocrates seraient volontaires pour en rappeler une partie. Donc on voit bien que c'est les thèmes à chaque fois classiques, partisans aux États-Unis, et il faut arriver de chaque côté à faire des concessions pour définir un budget et donc relever ensuite le plafond de la dette. Voilà où on en est. Donc après, on ne lit pas l'avenir, donc on verra ce qu'il en est jour après jour en termes d'évolution de négociation. Du côté de la zone euro, on a eu ce matin des publications sur les PMI. Donc les PMI manufacturiers et services, dans les deux camps, donc France-Allemagne, donc c'est les deux gros qu'on a eu ce matin, ça reste contracté sur l'aspect manufacturier, donc ça c'est une faiblesse. Après il y a des pays comme la France par exemple qui sont quand même moins sensibles à l'aspect manufacturier qu'à l'aspect service, donc c'est pas parce que le manufacturier est contracté et fortement finalement, enfin pas fortement mais depuis pas mal de temps maintenant que c'est une catastrophe, mais en revanche on a vu que pour la France il y a quand même une petite baisse de momentum, on est toujours en contraction sur l'aspect le PMI manufacturier que vous avez actuellement à l'écran.
Et sur le PMI service, on est revenu sur les niveaux d'il y a 3 mois, 4 mois à peu près, donc à la baisse. Toujours au-dessus de 50, par contre, on a 52 et quelques pour la France, donc c'est toujours en expansion dans les services, mais disons que l'expansion a un petit peu ralenti là sur les dernières semaines, et on retrouve des niveaux de PMI qu'on avait la dernière fois vu plutôt au milieu du premier trimestre. Donc ça c'est pour la France. Pour l'Allemagne en revanche, c'est un contraste absolument incroyable, c'est pour ça que j'ai mis PMI contrasté en zone euro, et pardonnez-moi pour la petite erreur de frappe, ou plutôt pour l'oubli. Mais pour l'Allemagne, c'est très contrasté. On a donc un PMI manufacturier qui s'est encore dégradé. Et vous voyez, c'est ça qu'on a aussi comme sentiment sur la Chine. Vous voyez, tout cet appareil industriel, cette machine productive, Chine et Allemagne notamment, on voit bien que le moteur n'y est pas. Et c'est pour ça que tous les métaux industriels, le cuivre, le zinc, etc., sont aussi réservés à la baisse et partent à la baisse depuis plusieurs semaines, parce qu'on voit bien qu'il y a un manque de dynamique, même une contraction de l'activité manufacturière, notamment dans les moteurs de l'Europe, dans ce secteur-là qu'est l'Allemagne notamment. Et ces chiffres viennent confirmer pourquoi les matières premières baissent autant sur l'aspect métaux industriels. PMI contracté qui se dégrade encore pour l'Allemagne, mais par contre, pour l'Allemagne, la bonne nouvelle, c'est que l'aspect service est résilient. Et ça compte aussi pour le PIB. Les services, vous avez tout type de services, restauration, voyage, voilà, transport aussi. Bon, ça veut dire que tout ne va pas mal en Allemagne non plus. Mais ça, moi, il y a vraiment des contrastes énormes, des contrastes entre d'un côté une activité de service qui tient la route en Allemagne, de l'autre par contre une activité manufacturière qui est complètement dans les choux, en tout cas dont la dynamique est contractée et assez fortement contractée. Voilà. Qu'en conclure de ça? En conclure que du coup ça donne ce sentiment que l'on a et que l'on voit dans les chiffres macro aussi, c'est-à-dire des chiffres qui ne sont pas catastrophiques, mais qui ne sont pas bons pour autant. Oui, les dernières publications allemandes, production industrielle, vente de détail, etc., on a ce sentiment-là aussi. Voilà, de data économique qui ne réaccélère pas. C'est ce qu'avait déclaré d'ailleurs hier la DIHK, qui est donc l'association des chambres de commerce et d'industrie allemandes, qui indique que pour cette association, vous avez un scénario flat sur l'année en termes de PIB et qu'il n'y a toujours pas de momentum, d'accélération, etc. C'est ce que l'on voit via ces PMI finalement. On le voit donc, pas sur les services qui eux accélèrent, mais la somme de tout ça donne une activité allemande globale qui est pas extraordinaire. Toutefois, le PMI composite est quand même tiré à la hausse. Le fait que les services comme ça liftent un peu, on a quand même un PMI composite, je crois qu'il est au plus haut de presque depuis un an maintenant sur l'Allemagne. Donc il y a quand même sur l'ensemble des PMI, on est quand même sur de la progression. Mais voilà, ça reste des chiffres médians, moyens, contrastés. Voilà, c'est comme ça qu'on peut les décrire. Ni excellent, ni très 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 mauvais. Voilà. Par contre, sur l'aspect manufacturier, il y a quand même une faiblesse qui est bien là. Donc voilà, il faut avoir à un moment donné attention à ce que cet aspect manufacturier ne va pas un peu transpirer sur la partie service. Mais donc ça donne pas d'éléments pour fortement vendre ou fortement acheter. Vous voyez, c'est pour ça aussi qu'on plaidait pour de la consolidation sur les indices, alors qu'on a un peu plus sur le CAC que sur le DAX. C'est ça qui est d'ailleurs assez paradoxal, c'est que le DAX, lui, a accéléré ces derniers temps, alors que finalement, il est quand même très focus sur la partie industrielle, il est très focus sur la partie export ou autre, et on voit bien que pourtant sur ce canal-là, c'est pas la joie en ce moment. Donc c'est vrai que les nouveaux records, même on le verra tout à l'heure sur le DAX, après la cassure des 16 000, se sont faits dans un environnement macro qui est quand même pas le plus porteur. Pour autant, ça s'est quand même fait, et on proposait quand même d'acheter au-delà de 16 000, même si on n'était pas convaincu que ça pouvait le faire, il fallait quand même tenter la cassure des 16 000, parce qu'il y a 300 points à prendre, les 300 points ont été pris dans la foulée très rapidement. Voilà, c'est toujours pour ça aussi que parfois l'analyse technique est aussi le moteur de décision, même assez souvent d'ailleurs, le moteur de décision, parce que même si parfois vous n'avez pas le signal macro, mais que techniquement vous avez un signal qui tient la route, ou en tout cas qui peut générer un bon risque-reward, donc une bonne récompense par rapport à un risque assez faible, c'était typiquement le cas pour la cassure de la résistance sur le DAX, il faut quand même essayer d'y aller. Voilà, c'est la leçon que nous a montré l'évolution des derniers jours sur le DAX, c'est que même si moi j'étais pas très convaincu d'ailleurs par la capacité qu'avait l'indice à casser cette résistance, il l'a cassé, et oui, on avait bien vu, on le verra tout à l'heure dans la partie graphique à nouveau, qu'il n'y avait plus rien entre la cassure de la résistance à 16 000 et l'ancien sommet historique à 16 003. Ça a été avalé en quelques jours ou même quelques heures, je crois, l'accélération. Donc voilà, toujours bien aussi composer avec l'analyse technique, parce que même si on n'est parfois pas convaincu par l'aspect macro, l'aspect technique compte, et on a eu une belle preuve là, sur le DAX. On va enchaîner avec la suite du Market Live. On fait un petit point sur les émergentes. Je vous ai mis ça sur Twitter ce matin. Donc après, je rentre en détail dans la partie marché, sur l'eurodoll, sur plein de choses. Là, on fait un petit peu la macro, mais c'est aussi du marché. Mais
macro marché quand même. Je vous ai mis le MSCI Emerging Markets. C'est un indice, je rappelle, qui est composé de valeurs Chine, Inde, certains pays d'Amérique du Sud. Voilà, il y a quand même une grosse pondération Chine et Inde sur cet ETF-là. Alors pourquoi je vous le mets? Parce que c'est un truc qu'on a déjà vu il y a quelques mois, qu'on avait un peu mis de côté, qu'on ressort maintenant, et finalement on le retrouve presque là où on l'avait laissé. C'est-à-dire que c'est un ETF, enfin là j'ai pris l'ETF, d'ailleurs qui existe en CFD chez IG, hein, pour ceux qui voudraient trader les émergents dans leur globalité via un CFD sur ETF qui suit l'indice global MSCI Emerging Market. Vous l'avez chez IG, vous tapez dans les recherches de produits MSCI Emerging Market et vous trouvez le dérivé de ce produit-là. Là, à l'écran, c'est donc l'ETF que vous avez actuellement, que nous on dérive. Mais ce qui nous intéresse là, ce matin, c'est pas le produit, c'est la position du MSCI Emerging. Elle est techniquement toujours intéressante. Techniquement toujours intéressante parce que on avait, dans la phase de faiblesse, vous voyez ici, cassé tout un ensemble d'anciens niveaux techniques importants, des obliques, des niveaux horizontaux, etc. On était passé en dessous. Ça repasse au-dessus, c'est un premier bon signal. Ça retrace pullback, ça s'appuie dessus et ensuite ça se stabilise. Donc en fait, on est un peu à l'équilibre. Alors, on peut qualifier cet équilibre toujours de deux manières. Un équilibre fragile ou au contraire un équilibre un peu résilient. Moi, je qualifierais plutôt d'équilibre résilient, celui-ci. C'est-à-dire, la fragilité, c'était surtout là, la cassure, etc. Là, vous repassez au-dessus, vous tapez et vous arrivez à rester au-dessus des supports obliques. C'est plutôt une preuve de résilience qui attend qu'une chose, qui attend de meilleurs signaux de la part de la Chine, qui attend aussi, je pense, beaucoup de signaux sur les taux américains notamment. On sait qu'il y a toujours un lien fort entre le comportement des émergents et la poussée sur les taux aux États-Unis, la hausse des rendements aux États-Unis. Donc si on commence à avoir dans 2-3 mois ou même avant, peut-être dans un mois ou deux, des signaux d'amélioration sur l'inflation américaine avec un dollar qui faiblit à nouveau, alors que là il se renforce justement sur les thématiques un peu de plafond de la dette, hein, le risque et notamment la hausse des rendements américains ces dernières semaines, eh bien si à un moment donné on a des chiffres d'inflation US, notamment inflation cœur qui se détendent, de manière assez instantanée, on verra une détente aussi se faire sur la partie des émergents. D'un point de vue technique, moi je serais quand même plutôt chaud. Je pense que c'est déjà des niveaux pour acheter, si vous voulez, pour quelqu'un qui accumule, qui investit. Je pense que c'est une excellente zone. Et c'est pas nouveau, ça l'était déjà il y a quelques mois, et on reste toujours dessus. Ça n'enlève rien, même si vous avez acheté il y a 3 ou 4 mois déjà un ETF ou autre sur cette zone-là, je pense que ça reste une bonne zone. C'est typiquement ce qu'on peut qualifier de zone d'accumulation. Voilà. Après, si on veut jouer un peu plus le momentum, là, ça manque par contre un peu de pêche. Ce qu'il faudrait, c'est arriver à retrouver, vous voyez, il y avait un premier rebond ici, ça retrace, il faudrait arriver à remonter là, vous voyez, 42, 43, voilà, et là, probablement que déjà que si on remonte là, c'est qu'il y aurait eu des stats sur la Chine, meilleurs donc, qu'il y aurait eu peut-être un signal déjà détente taux et dollars post-chiffre d'inflation meilleur aux États-Unis, ce genre de truc, vous voyez. Donc, idéalement, c'est ça les bons signaux, hein, c'est revenir déjà sur une résistance, et si en plus vous y revenez parce qu'il y a eu sur la partie macro des améliorations sur le front des taux du dollar ou de la Chine, bon bah dans ce cas-là, vous avez tout ce qu'il vous faut comme signaux pour rentrer long. Hein. Donc voilà, soit vous êtes prêt à patienter, vous pouvez acheter dès maintenant, soit vous êtes plutôt dans le momentum, plutôt sur les phases un peu swing, mais que vous voulez faire sur quelques jours ou quelques semaines, mais pas poireauter pendant plusieurs mois, et à ce moment-là, il faudra quand même attendre d'avoir des signaux peut-être un peu plus hauts quand même de réaccélération. Mais c'est quand même un beau positionnement, je trouve. Voilà. Après, beau positionnement, ça ne veut pas dire qu'on va pas aller encore un peu là-dessous. S'il y a une décision de la Fed pour juin, finalement, qui remonte encore ces taux, il est évident que les émergents vont encore un peu piquer. Mais je pense que c'est une zone, si vous voulez, de bataille, mais pas une zone de bascule complète. Vous voyez, c'est une zone où si ça devait taper, ça peut encore tester, ça peut passer en dessous, un peu sous forme de bear trap, mais pas à nouveau de vague baissière de 20 ou 30%. Vous voyez, comme ce qu'on a eu là, même plus. Hein. Donc voilà, je pense que c'est vraiment la zone support qu'on peut travailler, qu'on peut taper, qu'on peut tester à de nombreuses reprises, mais pour ensuite repartir. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment une zone basse. Hein. C'est une zone basse. Voilà ce qu'on peut dans cette partie d'introduction. On parlera du cuivre. Hein. Donc Pierre me demande sur le chat de parler du cuivre. Donc tout ceci, j'en parlerai dès maintenant. On va commencer avec les indices tout de suite. Je passerai aux devises dans la foulée, l'euro-dollar, la livre-dollar. On fera un point sur les matières premières, donc pétrole, cuivre. On fera le gaz naturel américain également. On fera l'or, on fera l'argent. Et je finirai par un petit point sur les cryptos, Bitcoin notamment. On va donc voir s'il y a des questions déjà sur le chat. Et après, je passerai à la partie graphique. Alors... Est-ce qu'un accord américain pourrait momentanément renforcer le dollar et influer sur l'euro-dollar? Question de Pierre. Moi, c'est plutôt l'inverse que je dirais. C'est-à-dire qu'actuellement, on voit que
comme je vous disais tout à l'heure, le marché ne se montre pas inquiet sur la question du plafond de la dette sur les actions, mais il le montre sur d'autres types d'actifs. Les taux, par exemple, les obligations, on l'a vu sur le taux 1 mois. Tiens, je vous remets à l'écran pendant que je vous fais la réponse. On le voit sur la partie obligataire, donc avec ces taux très courts qui se cabrent. On le voit aussi donc, sur le dollar, que c'est un petit peu renforcé. Alors, c'est vrai que c'est paradoxal parce qu'on dit toujours, mais pourquoi le dollar se renforce alors que le risque du plafond de la dette émane des États-Unis? Si c'est un risque états-unien, un risque américain, pourquoi, diable, le dollar se renforce? Parce que le risque que cela fait courir, c'est que si réellement il y avait une situation qui s'envenimait, ça déstabiliserait instantanément tous les marchés, et pas que les marchés américains. Vous pouvez être certain que s'il n'y a pas de négociation sur le plafond de la dette demain après-demain, etc., et qu'on sent que les déclarations redeviennent pessimistes, vous verrez, là pour le coup, les marchés américains actions partir à la baisse, mais on verra aussi les marchés européens partir à la baisse, probablement les marchés émergents aussi partir à la baisse. Pourquoi? Parce que le dollar se renforcerait. Et alors vous me dites, mais pourquoi il se renforce le dollar? C'est un mécanisme en fait de protection, c'est-à-dire que même si le risque émane des États-Unis, comme ce risque, tout ce qui arrive des États-Unis est de nature à se propager à l'échelle mondiale, eh bien la valeur refuge dans ce cas-là, comme à chaque fois qu'il y a des grosses crises à l'échelle mondiale, ça reste le dollar. C'est ça le paradoxe en fait. Mais parce que le risque américain peut ensuite avoir des conséquences sur l'ensemble des marchés de la planète, eh bien on revient finalement se mettre sur le dollar, qui reste quand même en relatif une des valeurs les plus certaines, même si le risque arrive des États-Unis. Voilà. Donc c'est ça qui fait que à ce stade, on a eu l'eurodolar qui est passé un peu sous les 1,08 parce que c'est le dollar, c'est pas l'euro qui est faible. Vous regardez, la livre, elle a baissé aussi par rapport au dollar. Le dollar par rapport au yen s'est renforcé. Le dollar australien par rapport au dollar américain a baissé, donc signe que c'est bien le dollar qui pousse. Et donc je vous disais, il pousse pour deux raisons. Ce dollar, il pousse parce que les rendements américains, on le voit aussi. Donc là, c'est les taux très courts, mais on le voit aussi sur les taux comme le 2 ans, on est passé en quelques jours, vous voyez, d'une zone à 3,60 à 4,40. Donc cette hausse des rendements, ça lifte le dollar, ce qui est assez logique. Et plus donc le risque plafond de la dette. Voilà. Donc il me semble, peut-être que je me trompe, mais il me semble que s'il y a accord sur le plafond de la dette, normalement, alors peut-être, attention, peut-être que algorithmiquement, oui, ça pourrait, au moins il y a un accord, boum, lifter les indices, du coup le dollar pourrait aussi en bénéficier un petit peu, mais il me semble que ce serait un mouvement court terme. C'est-à-dire que si le dollar devait se renforcer de côté parce qu'il annonce d'un accord sur le plafond de la dette, il me semble que ce sera un mouvement plutôt court terme. Voilà. Je pense que la normalité ensuite, c'est que justement, la Fed se dirige quand même plutôt vers une pause de taux que l'inverse. Alors après, attention, il y a pause dovish et il y a pause hawkish. On peut faire une pause et puis garder un message quand même de grosse vigilance. Certains même commencent à faire planer l'hypothèse que la Fed pourrait faire une pause, par exemple en juin, en se réservant, ou en tout cas en indiquant au marché que cette pause n'est pas forcément une pause définitive et que des hausses de taux pourraient suivre en juillet, par exemple, ou à la rentrée, en septembre, si c'était nécessaire. Vous voyez, c'est ça une pause hawkish, c'est une pause où on ne confirme pas que c'est la pause définitive, où on ne confirme pas qu'on est au taux terminal. Ça, ce sera un scénario effectivement un peu intermédiaire. Jusqu'à présent, on pensait vraiment à l'aspect on monte, puis plafond comme ici. Vous voyez, les taux montent, et puis hop, un plateau, et puis ça rebaisse. Et bien là, il y a cette hypothèse qui peut s'insérer dans les scénarios des différents observateurs, qui serait peut-être, pourquoi pas, une pause en juin, mais si la situation le nécessitait, on pourrait à nouveau remonter les taux en juillet. Moi, ça, j'ai un peu de mal à y croire. Je pense que c'est une menace que peut faire planer la Fed, par contre, ce qui serait ça une pause hawkish. C'est qu'on fait une pause, mais on garde un discours quand même très très vigilant, même si je ne crois pas que ça arrivera. Je pense que la Fed ne veut pas ça, justement, ce côté, je fais une pause et je remonte encore les taux. La Fed va être certain qu'à partir du moment où elle fait la pause, ce soit le plafond, le taux terminal, comme ça l'était ici, comme ça l'était ici, et comme ça l'était assez courtement ici. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'on ait pause et ensuite une nouvelle hausse de taux. Voilà, j'ai pas cette impression-là. Après, il y a quand même eu des phases, oui, des réunions où on a enchaîné parfois, pas toutes les. Oui, dans la phase ici post-sortie ce qu'on appelle le ZIRP, la période d'intérêt la période à taux zéro aux États-Unis ici, on était sorti un peu en escalier comme ça. Il y avait quand même des hausses, puis des pauses, puis des hausses, puis etc. Mais là, on sent bien que c'est pas la même façon d'opérer de la Fed. Vous voyez, là, c'est un point d'escalier, alors que là, ça monte non-stop. Il y a zéro pause d'un mois à l'autre. Donc voilà, je serais étonné qu'il y ait pause dans ce schéma-là, en tout cas, un peu comme ici lors de la bulle Internet, ou plutôt ce qui a suivi, le post-bulle Internet. Voilà, je pense que c'est plutôt, on trace une bonne ligne droite, et après on fait une pause pour de bon, et on s'arrête là. C'est plutôt mon sentiment.
Et pour revenir sur l'eurodoll, j'y viendrai tout à l'heure, je pense qu'on est dans une zone de consolidation latérale qui est tant mieux, moi qui m'arrange, parce que quand je dis qui m'arrange, parce que c'est le scénario qu'on avait établi. On pensait qu'il y avait de quoi ne pas remonter vers les 1,15 tout de suite, mais je pense quand même qu'on est dans une phase latérale avant l'accélération sur les 1,15. Ça, j'en parlerai tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des indicateurs pertinents pour voir s'il y a des volumes sur la montée des marchés dernièrement? J'avoue que j'ai pas trop regardé les volumes. Alors, j'ai cru comprendre, il faut que je les vois en fait, hein, je ne les ai pas eu en tête, mais quand voilà, on parlait de temps en temps avec des gérants hauts sur les plateaux, voilà, souvent il y avait des questions de volume qui étaient un peu faibles ces derniers temps, donc bon. Bon, après les volumes, je l'aurais de temps en temps, mais je ne dis pas que c'est pas un indicateur fiable, hein, mais moi j'ai connu des séances où il y avait très peu de volume et des gros mouvements, et des séances où il y avait beaucoup de volume et des gros mouvements aussi. Donc donc le track record, moi que j'ai sur l'observation des volumes, n'est pas génial. Parfois, on a l'impression que pendant quelques jours, les volumes s'estompent, que donc c'est un signal de fin de tendance, par exemple. Ce qui arrive dans les fins de tendance, hein, un peu excessive, il y a peu de volume après le marché prend ses gains, ça arrive assez fréquemment. Mais on a aussi parfois des phases intermédiaires où les volumes diminuent temporairement avant de réaccélérer et qui ne sont pas des phases de retournement de marché. Donc là-dessus, j'ai pas d'observation particulière à faire parce que c'est pas un paramètre que je regarde beaucoup parce que moi, dans mon analyse sur les dernières années, j'ai jamais eu trop de réussite en tout cas sur l'interprétation des volumes, en tout cas sur les conclusions qu'on pourrait en tirer par rapport à ça. Autre remarque ou constat, il convient de reconnaître que de nombreux investisseurs majeurs font preuve d'une grande méfiance. C'est vrai que quand on écoute les gérants sur les plateaux ou autres, tout le monde se dit que ça doit respirer, qu'il y a de la consolidation, ce qui est aussi mon point de vue, hein, que les marchés, effectivement, ont pas mal progressé, notamment en Europe, qui ont été très fortement tirés par les perspectives sur la Chine, que ces perspectives sur la Chine montrent qu'elles n'étaient pas à la hauteur. Hein. C'est ça, toutes les stats que nous avons et les indices de surprise économique qui partent à la baisse, notamment en Chine, c'est que le consensus macro a été trop optimiste à peu près sur les 2 derniers mois. Et on a le même constat sur l'Europe et les États-Unis. Hein. Pour une fois, on a des indices de surprise économique qui sont assez aligné Europe, États-Unis, Chine. C'est-à-dire qu'en gros, les trois partent à la baisse et de manière synchronisée. Ça veut dire que le consensus macro a été trop optimiste. Consensus macro trop optimiste ne veut pas dire que la situation est mauvaise. Attention. Ça veut dire que les observateurs pensaient, par exemple, que pour la Chine, la reprise serait plus accélérante, serait plus forte. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de reprise. Ça veut dire que c'est une reprise qui manque de jus, qui manque de pêche. Voilà. C'est mieux que d'être confiné, mais c'est pas aussi fort et aussi dynamique que certaines pensées. Voilà, donc c'est ça ce que la macro montre. Moi, mon raisonnement, c'est de dire, si le consensus macro était trop optimiste, est-ce que le consensus micro, et donc les fameuses guidances, les fameuses projections aussi des entreprises, est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de confiance, notamment sur les projections sur l'ensemble de l'année? Certaines entreprises le font, elles nous disent, voilà, dans les projections, elles font à la fois des projections trimestrielles, et puis elles disent, voilà, sur l'ensemble de l'année, je garde mon objectif de volume de vente, je garde mon objectif, etc. Est-ce que là-dessus, notamment sur le S2, la perspective du S2 qui pourrait être une phase récessive pour les États-Unis, est-ce qu'il n'y a pas peut-être un petit peu trop d'optimisme? Voilà. Et c'est ça qui justifie que certains considèrent que, et moi j'en faisais partie aussi, et j'en fais toujours un peu partie, qu'il y a un peu de place encore pour de la consolidation. On l'a un peu sur le cas cette consolidation, elle n'est pas énorme. Sur le Dow Jones aussi, on l'a bien. Vous voyez, sur la valeur un peu cyclique qu'on a dans le Dow Jones, ça le fait. Finalement, qu'est-ce qui tient les gros indices américains notamment? C'est pas les small caps, c'est pas plus les cycliques. En ce moment et ces dernières semaines, ce qui a beaucoup tiré, c'est les large caps, voire les méga caps et les méga caps tech. Regardez, qu'est-ce qui différencie un SP500 d'un Dow Jones ces derniers temps? C'est la composition évidemment. Et qu'est-ce qui a tiré le S&P et le Nasdaq plus que le Dow Jones? C'est la présence des méga caps, donc des valeurs tech. Voilà. Et c'est là qu'effectivement, moi, sérieusement, j'étais pas bon là-dessus. Je pensais que le rebond qu'on a sur les taux que vous avez actuellement à l'écran, depuis quelques semaines, aurait un impact sur la tech, l'empêchant d'aller chercher beaucoup plus haut. On a quand même un beau rallye sur la tech. Voilà. Ça, on va reparler dans la partie graphique. Je vais accélérer pour les questions désormais. Alors, s'il y a un accord sur le plafond de la dette, etc., est-ce que ça peut jouer plus fortement sur le Nasdaq? Je pense que les indices qui bénéficieront d'un accord sur le plafond de la dette, il y aura les small caps, par exemple. Il y aura les cycliques aussi, le Dow Jones, par exemple. Voilà. Le Nasdaq pourrait aussi en profiter, mais le Nasdaq, c'est quand même un indice, les valeurs de croissance, assez habituellement, quand on a un peu de crainte sur le cycle en Chine, par exemple, ou même le cycle américain, eh bien, c'est souvent les valeurs de croissance qui tirent leur épingle du jeu, finalement, parce que ce sont des valeurs plus lointaines, où on regarde au-delà de la conjoncture, on regarde le potentiel de ces valeurs, on regarde leur potentiel encore de croissance. Voilà. Même si certaines ont déjà exprimé ce potentiel
allègrement depuis 10 ans, je pense aux méga cap tech, aux GAFAM, etc. Hein. Mais pour autant, ça a toujours été un comportement des investisseurs. Quand à un moment donné, le cycle présente quelques phases de risque, bon, ben, on a tendance parfois à arbitrer, on laisse un peu tomber les cycliques, on va un peu sur les valeurs de croissance, parce qu'elles ont des horizons de temps, si vous voulez, des horizons d'observation qui sont plus lointains en fait. Pourquoi le luxe baisse ce matin? Moi, j'avais de vous demander pourquoi il a autant monté ces derniers jours et ces dernières semaines. Je pense que c'est plutôt ça la façon, je dis ça de manière un peu ironique, mais je le pense. Hein, c'est-à-dire que ce qu'on dit sur la Chine, cette macro moins favorable, etc., qu'est-ce qui a explosé à la hausse quand la Chine a annoncé la réouverture? Notamment, ce sont les valeurs du luxe et qui ont enchaîné ensuite les rallyes, même ces derniers temps, quand la macro chinoise montrait des signaux qui ne confortaient pas ce scénario d'une réouverture explosive, les valeurs du luxe étaient encore très résilientes. Donc je dirais c'est plus une correction de ce qui pour moi a été un excès des dernières semaines, plutôt qu'une vraie raison, vous voyez, sectorielle, où il y aurait eu une annonce ou un truc, par exemple. Hein. Là, c'est plutôt, on a été trop haut. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on va chercher dans ces phases-là? On cherche ce qu'on attendait de voir et qu'on commence à voir. C'est pour ça qu'il faut être patient parfois sur les stratégies. On parlait de ces gros gaps qu'on appelait des exhaustion gaps, hein, des gaps de fatigue qu'on avait vus sur Hermès et sur LVMH, qui sont donc pas des gaps de début de tendance. Un gap de fatigue, c'est quand la tendance est déjà bien lancée depuis des mois, même parfois des années. Hop, vous avez un gap qui se fait en zone haute et qui peut surprendre parce que justement, alors que la tendance est déjà très haussière, pourquoi ça gape encore? Souvent, c'est ce qu'on appelle des gaps de fatigue, en fait. Et bon, bah, on a la réponse là, c'était bien un gap de fatigue, ça veut dire que, vous voyez, après que ça ait gapé, c'était résilient en zone haute, hein, mais on n'a pas enchaîné record sur record. Hein, c'était gap, et puis ensuite une zone assez latérale sur Hermès notamment, avant de... Bah, tiens, allez, on va faire un tour sur la plateforme, comme ça sera plus cool que de voir les taux à l'écran là depuis tout à l'heure. Hop, on va aller faire un petit tour là-dessus. Hop, et après j'enchaînerai comme ça directement avec les indices. Hop, hop, et hop. Voilà, regardez sur Hermès par exemple. Donc ça c'est Hermès, moi je vais vous mettre en daily. Voilà, hein, vous étiez ici, ça c'était l'annonce des résultats. Hop, ça gap, c'est un beau gap, donc un gap qui se fait assez fort. Donc le marché qui ensuite, vous voyez, grimpe. Alors, il y a quelques records marqués derrière, mais c'est quand même une position assez latérale. Vous voyez, c'est beaucoup moins tendanciel que la phase d'ici. Ça gap, phase latérale, épuisement, essoufflement, on appelle ça comme on veut, et ça commence ensuite à accommoder le gap. Alors après, moi je ne serais pas plus gourmand que ça. Hein, on cherchait, nous, à accommoder le gap. Moi, le luxe, vous savez, je me suis bien planté dessus depuis le début de l'année, complètement. Je pensais que ça allait, en gros, sur Hermès, je pensais qu'on allait voir des scénarios un peu comme celui-ci, c'est-à-dire ça monte, ça retrouve les sommets ici, et ensuite ça latéralise quelque temps avant d'aller plus haut. Le marché a décidé autrement, il a tout explosé les plafonds, et décide peut-être maintenant Donc, peut-être par excès de prudence, mais moi, je n'irais pas chercher des scénarios défensifs au-delà des comblements de gap. C'est ce qu'on voulait prendre il y a quelques temps. Donc, vous voyez, ça se fait assez rapidement ce matin. Vous voyez, là, le gap, là, il est pas complètement tout à fait comblé, mais pas loin. Hein. Voilà, il restait 10 euros pour aller chercher le gap. Le gap, on rappelle qu'il s'était, alors on ne voit pas ici sur l'écran. Hop, hop. Je vous laisserai le faire sur les plateformes avec le cash. Hein. Là, c'est le CFD qui joue, donc c'est le dérivé. Mais en gros, vous avez un gap de la zone à peu près des 1900. Ça avait gapé dans les zones d'ouverture. Là, on ne voit pas trop ici, mais 1950. Il y avait en gros 50 euros à prendre de gap. Le marché en a repris à peu près 40. Voilà, il reste 10 à prendre si on les prend. Voilà, je ne serais pas plus gourmand que ça. Voilà, tout simplement parce que cette valeur a été tellement haussière que moi, je trouve que c'est délirant. Hein, 60 fois les multiples, etc. Bon, toujours est-il que je me suis trompé, le marché montait beaucoup plus haut, donc dans ces phases-là, on essaie de prendre ce que l'on pense être un gap de fatigue avec une probabilité de comblement assez élevée. Ça a été fait quasiment. Voilà. Après, ceux qui ont profité de ça, tant mieux, prenez vite les gains. Si après ça plus bas, ça ira plus bas, mais moi en tout cas, en termes de stratégie proposée, le comblement de gap suffit. Voilà. Et on ne va pas chercher des choses plus basses. Et pour LVMH, je vous montre à l'écran, ça y est, c'est terminé. Le gap a été comblé, ça s'est fait en quelques heures. Boum, gap comblé. Voilà, voilà. Gap de fatigue, ça monte, beaucoup de rallyes, 3-4 rallyes successifs. Un gap de fatigue, et le marché va le chercher. Donc, terminé pour les recos sur le luxe, en tout cas en termes de gap. Là, c'est à nouveau, pour moi, c'est balle au centre à nouveau. Alors, est-ce qu'on ira plus bas? Peut-être, j'en sais rien, mais encore une fois, ces valeurs... tous les gérants les ont en portefeuille, beaucoup de particuliers en ont. C'est des valeurs qui, historiquement, nous montrent qu'elles rendent très peu leurs gains. Voilà. Alors, sauf dans des phases un peu extrêmes comme l'année dernière, Hermès, etc., mais elles rendent très peu leurs gains. Donc, ça peut continuer de croître avec le temps. Peut-être qu'on est quand même sur des excès court terme, et les gaps sont peut-être la première partie de cette correction d'excès. Mais faut-il jouer sous les gaps? Faut-il jouer plus défensif que sous les gaps?
chacun fait ce qu'il veut, moi, le gap me suffit. Voilà, en termes de reco, parce que pour moi, le CAC 40 ne m'inquiète pas à moyen terme. Je vais en reparler tout à l'heure du CAC. Enfin, oui, on fait tiens, la liaison avec les indices. Donc, je prendrai plus de questions pour le temps d'avancer un peu sur la partie technique maintenant. Pour moi, le gap, il est haussier à moyen terme. Ça, on n'a jamais changé d'avis là-dessus. Il est haussier. Simplement, je pense, et pour l'instant, bon, on a un petit peu ce scénario-là, qu'une consolidation, vous voyez, des phases un peu moins haussières que précédemment sont nécessaires. Donc, on en a une petite ici, hein, qui est un peu plus hésitante. Voilà, il y en a déjà eu une en mars, liée aux banques. Bon, voilà, c'est bien. Si ça va aller plus bas, ça ne me gênera pas. En termes de consolidation, j'entends. Hein. Mais je pense quand même que la tendance de fond, et je vous montre à la fois le CAC, je peux aussi vous montrer le MIB, vous voyez, pour la partie européenne, regardez le MIB italien, je pense qu'on a quand même des patterns à moyen et long terme qui sont quand même bullish. Vous voyez, pour moi, le MIB, il est en train de d'essorer un creux qui a duré, alors c'est un indice hors dividende, hein, il faut acheter les dividendes pour avoir la performance globale, mais je ne vois pas retomber à 20 000 le MIB, je ne vois pas retomber à 15 000. Vous voyez, on a eu des chocs massifs depuis 10 ans, etc., qui se redressent progressivement. Et donc après, ça va repartir à 30, 35, etc. Donc ça reste bullish. Vous voyez, un Eurostock 50 également, je vous le mets à l'écran, Eurostock 50, sur des phases moyen long terme. Pour moi, vous voyez, on était sous les moyennes de prix pendant le Covid. Moyenne de prix. Énorme. Ah, attendez, ça c'est un graphique en 2 mois. Je vais vous mettre en 2 mois, ce sera un peu plus propre. Voilà. On passe complètement sous les moyennes. Panique. Rebond, les moyennes de prix mensuelles. En tout cas, dans cette zone, le marché ne veut plus accélérer. Donc, il descend, accélération, puis excès. On corrige l'excès en allant chercher les moyennes de prix, en passant un petit peu en dessous, et on rebondit sur les moyennes de prix. Donc oui, le support est là, c'est les moyennes. Donc après, le scénario se joue entre combien de temps, éventuellement, je consolide avant de continuer à accélérer, vers 5000, etc., sur des horizons de plusieurs mois. Ou est-ce que j'y vais tout de suite et après, je ferai des pullbacks comme ça. Et puis, vous voyez, c'est ça les scénarios. C'est pas est-ce que je fais un double top ici pour retomber là et me vautrer à 2000. Ça, il n'y a plus ça du tout. Et pour moi, le point bas ici, et ça on le disait déjà l'année dernière, on ne le sort pas maintenant qu'on est sur les sommets, c'est ce point bas, on disait, on ne le reverra très probablement pas. C'était un très gros point bas. Et je le pense toujours. Donc vous voyez, les scénarios que s'affrontent à ce stade, c'est au pire de la consolidation. Alors attention, consolidation, quand vous avez des vagues comme ça peut être des consos entre 4500 et 4000, ça peut être des ranges de l'ordre de 10%, c'est pas impossible. C'est toujours ça le risque, si vous voulez. Mais pas un risque qui serait plus manifeste que ça. Voilà. Pas un risque de sommet, de retournement, etc. Plutôt un risque éventuellement de consolidation, dans le pire des cas, ou sinon on continue de partir. Voilà. Et pour le CAC, c'est donc pareil. Pour le CAC, je suis pas du tout inquiet sur l'hypothèse des 8000. Pour moi, on va y aller. Et je pense même que, ça je vous le disais il y a déjà quelques temps, et je vous le redis, parce que certains pensent que je suis un baissier structurel, ce qui est complètement faux. Le CAC, même sur une vision donc hors dividende que vous avez actuellement à l'écran, la vision long terme des choses, là il faut être patient, mais c'est une vision long terme et je pense que ce sera la bonne, on sera peut-être encore ensemble dans 10 ou 20 ans pour débriefer ça. La vision long terme du CAC, c'est que nous étions depuis plus d'une vingtaine d'années, pour le CAC, hors dividende, j'insiste, le dividende inclus, il est déjà à des 20 000 et quelques, mais le hors dividende avait une espèce de pattern comme ça très horizontal, duquel on commence à sortir par le haut. Vous projetez la hauteur pour avoir la vue long terme des choses. Moi, je pense que le CAC, il est destiné à la 10 000 et au-delà, sur des horizons de plusieurs années. Mais voilà ma vue. Vous voyez, donc, c'est pas du tout, je ne considère pas qu'à ce stade, il y a un risque de revenir à 5 000. Ça, je n'y crois absolument pas. Même, je ne crois absolument pas au retour éventuel à 5 600. Vous voyez, il y a une énorme oblique ici. Pour moi, c'est une oblique qui va servir de support tendance très long terme. Donc, vous voyez, le pire des scénarios, c'est la conso, peut-être des retours à 7000 un peu en dessous, ça frisote un peu comme ça, et puis ça repart. Ou au mieux, ça part tout de suite, et puis après on se retourne un peu, puis vous voyez. Donc, pour moi, on est bullish, CAC. Structurellement, moyen et long terme, on est bullish. Là, on est simplement en train, depuis déjà plusieurs semaines maintenant, même quelques mois, de surveiller des hypothèses consolidantes qui ne sont pas absurdes dans la mesure où les marchés ont déjà beaucoup joué le scénario de reprise de la Chine, etc. Puis le stress bancaire est venu se mêler à ça. Voilà. Donc, ça fait partie d'une phase un peu corrective, consolidante. La vague qu'on a actuellement fait aussi partie un peu de ça. Même si on est quand même tous d'accord pour dire que la consolidation, elle est quand même plutôt oblique haussière que purement latérale, sous forme de canal horizontal, vous voyez ? Ça, c'est clair. Une vraie conso dans le sens premier du terme, c'est je monte fort, je latéralise, donc horizontalement,
et je repars. Voilà. Là, c'est pas vraiment de la conso parfaite. C'est un truc, il y a un accident à un moment donné, et puis là, on rend un peu de gain. Mais la conso plus costaud, ce serait de, voilà, de revoir une vague, puis de revoir une deuxième à 7000, et puis après de partir. Mais si le marché n'a pas envie de ça, et que là, vous voyez, il a fait à 7006, il retombe à 7003, puis s'il remonte à 7006 derrière, ça va être dur de ne pas essayer de déclencher, comme pour le DAX à 16000, de déclencher un signal long, parce que ça voudra dire que malgré tout ce qu'il y a eu là sur le rebond des taux américains, sur le plafond de la dette etc., plus des stats macro chinoises pas terribles, si le marché encaisse tout ça, bah, à un moment donné, ça va quand même s'améliorer. Il y aura encore sur le plafond de la dette, la macro chinoise montre des signaux un peu plus performants à un moment donné, et puis qu'est-ce que je voulais dire, et puis la question des taux aussi, les banques centrales, à un moment donné, l'inflation ira plus bas, les banques centrales montreront plus leurs taux, etc. Donc à ce moment-là, un retour à 7006, je vois pas d'argument pour ne pas acheter à 7006, direction les 8000. Voilà. Donc pour l'instant, on est toujours dans cette frise, dans cette zone entre 7006 et 7003, mais qui à ce stade, pour l'instant, ne produit pas assez d'effet pour. Et vous voyez que même là, par exemple, avec le luxe qui ce matin se prend une bonne claque de comblement de gap, en fait, c'est pas vraiment une claque, c'est un ajustement d'euphorie. On vient chercher des gaps, tout le monde trouve un intérêt à le faire, ça a beaucoup monté. À un moment donné, il faut des arguments pour partir à la baisse. Tiens, il y a les gaps, tiens, la Chine est... Bon, ben, tiens, on se sert un peu de tout ça pour aller prendre des gains. Et malgré ça, avec le CAC, est quand même pas trop mal orienté non plus. C'est pas la catastrophe sur le CAC non plus. Voilà, donc, on est toujours dans cette zone-là, où c'est plutôt quand même globalement résilient. Mais après, je vous dis, j'ai pas de scénario préétabli. Voilà, on n'est pas... le 7006, oui, si on y va, je pense qu'il faut essayer de l'acheter pour jouer la vague suivante. Là, la question, c'est est-ce qu'on peut, avant cela, avant le prochain 7006, est-ce qu'on peut corriger un peu plus, ce qui serait de la consolidation, une vague encore comme ça, vous voyez, on ferait partie un peu de compte. Moi, je le pense, mais ça se déclenche spéculativement, ce genre de truc. Voilà, il ne faut pas se dire, ben non, je short là, parce que le luxe baisse, etc. C'est de se dire, il y a des supports, voilà, 7350, c'était la zone précédente. Si on attaque un peu sous 7350, qu'on veut tenter un petit short à ce moment-là, pour retrouver les 7003, puis ensuite avoir une vague peut-être un peu plus cassante, pourquoi pas. Mais ça se tente vraiment avec des stops bien serrés. C'est-à-dire, en gros, si vous tapez de 7350, on met un stop à 20, 30 points du point d'entrée, et on essaie de jouer le côté un peu, vous voyez, un peu décélération un peu plus costaud, cassure un peu plus forte, vous voyez, pour aller chercher des zones. Il n'y a pas une zone qui est particulièrement visible comme zone support là sur le CAC. Si ça commence à lâcher sous 7350, après, bon, les obliques là-dessus sont pas terribles. Attends, je vais vous montrer les obliques. Pas long terme d'ailleurs, je vous montrer ça, voilà, ça c'est là-dessus qu'on va mettre les choses. Screenshot donc du... Hop, je vous mets à l'écran. Hop, screenshot donc avec un peu cet aspect biseau. Voilà, si vous allez sous 7350, derrière, ce qu'on disait il y a quelques jours, c'est la zone 7002 qu'on vise, c'est l'oblique comme ça qui passe par ce creux. Ça, c'était l'échec de la cassure. Donc on peut tracer aussi une oblique ici si on veut, mais le premier point de contact, il est là. Vous tracez ça, hop. Là, c'est échec et ça part. Donc l'oblique, elle est là. Sous 7350, voilà, on essaiera de prendre 150. Donc on met un stop à 30-40 points et puis vous essayez de prendre 150. Voilà. C'est ça l'idée, c'est de prise de gain un peu opportuniste, donc des shorts un peu opportunistes. Mais pas dans l'idée que le CAC va s'effondrer, etc. Des choses un peu tactiques. Voilà, on est pour le CAC 40. Donc zone très neutre pour l'instant. 7006, je pense que ça vaut le coup d'essayer d'acheter. Tant qu'on n'y est pas, on ne se précipite pas. Et si on sent que ça dévie un peu du côté du sud, parce que le luxe, et puis que d'autres thèmes viennent se greffer un peu à ça, et que ça tape 7350, derrière, le risque, il est de 150 points à peu près de baisse supplémentaire pour le CAC. Voilà. Sur le DAX, on enchaîne avec la vue, voilà, cette vue-là, hop, plein écran. Donc ça, c'est le cash que vous avez actuellement à l'écran. Donc voilà, enfin, ça y est, alors moi j'étais... la probabilité que ça arrive, pour moi, elle n'était pas hyper élevée. Mais on avait quand même été rationnel sur l'analyse en disant, voilà, on a beau considérer que le DAX est haut, qu'il a remonté fort sur les anticipations de reprise de la Chine, etc., tous ces thèmes dont on a déjà parlé, il était collé depuis plusieurs semaines à la zone des 16 000. On a dit, voilà, si à un moment donné, il veut partir au-delà des 16 000, vers 16 030, 40, on peut tenter d'être long, on met un stop un petit peu en dessous de 16 000, et derrière, la cible, c'est le record historique, 16 003, vous voyez que vous avez tapé la cible, et on y est, record historique, on voit que la mèche dépasse un petit peu, on a donc dépassé, et donc fait un record historique sur le DAX il y a quelques jours.
Est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est... Encore une fois, les marchés, combien de fois nous ont montré que la macro n'était pas forcément comment dire, leur inquiétude première, qu'il y a plein de facteurs qui rentraient dans l'appétit des investisseurs, les horizons d'observation, considérant peut-être que le pic inflation étant déjà là, que la BCE n'allait peut-être pas aller aussi haut que ça, allant à l'encontre de tout ce que les banquiers centraux nous disent pourtant. Hein. Vous écoutez les membres de la BCE, il y a encore la place peut-être pour 12 de taux, peut-être 3 même. Voilà, on est... Pour autant, le DAX, ça ne l'embête pas. Donc le DAX, ça ne l'embête pas d'avoir une BCE qui dit qu'elle va encore monter les taux, ça ne l'embête pas d'avoir une Chine qui ne produit pas les stats qu'on attend d'elle. Le PMI ce matin va encore dans ce sens-là. PMI manufacturier, hein, pas le service, mais le manufacturier. Pour autant, le DAX, il était sur des records. Donc voilà, c'est là que l'analyse technique, à un moment donné, elle apporte de la froideur finalement dans quelque chose dans de l'analyse macro qui justifierait qu'on n'allait pas plus haut. Mais le technique, vous avez un indice qui colle une résistance, à un moment donné, il la passe et ça décapsule. Voilà. Que ce soit justifié, pas justifié, etc. Certains y sont allés et ceux qui sont allés ont gagné de l'argent. Voilà. Donc voilà. Parfois, le système marche comme ça. Hein. Et c'est pour ça que l'analyse technique, on en fait aussi beaucoup pour montrer ce genre de choses, justement, pour montrer que même si à un moment donné, il n'y a pas de rationalité à un mouvement, eh bien, il se fait quand même. Voilà. Donc maintenant qu'on est sur le sommet historique, qu'il a été fait, que faire? Que faire? Est-ce qu'on se fait une pause? Est-ce que... Voilà. Moi, le DAX, je ne touche pas trop parce que justement, Alors là aussi, attention, d'un point de vue long terme, c'est comme le CAC. Celui qui se dit, moi, je veux quand même mettre du DAX dans mon portefeuille. Est-ce que je vais maintenant? Est-ce que je vais un peu plus tard? Est-ce que je peux me retrouver 20% plus bas? Ça, j'y crois pas du tout, 20%. Hein. Le risque, de redécrochage du DAX, je n'y crois pas. C'est la même année que pour le CAC. C'est que dans le pire des cas, on a des vagues, c'est-à-dire un marché qui, comme il aurait pu le faire avant de casser la résistance, il aurait pu très bien retomber d'abord en partant par 15 000, puis partir après. Mais le risque, pour moi, il reste cantonné à ça, à ce stade. C'est un risque où il peut y avoir des vagues. Là, le stress bancaire était une vague, gros rallye, il peut y avoir des vagues donc, du coup, sous résistance, mais le fait d'être remonté comme ça, c'est absolument et définitivement une preuve de résilience, qui va donc appeler à de nouveaux sommets ensuite. Donc, c'est pas une preuve l'excès complet, il était au moment du Covid ici, sur des multiples qui devenaient délirants, abondance et excès de liquidité, etc. Désormais, vous revenez sur des sommets, mais avec des multiples qui sont quand même... Alors, moi, je trouve chers à court terme, ces multiples. Mais ils sont beaucoup moins chers qu'ils l'étaient ici, quand même. Donc, un sommet qui est repris, pour un indice en tout cas, c'est plutôt un signe favorable à moyen terme qu'un signe d'excès complet et de double top, vous voyez. La seule truc qui est dur à délimiter à ce stade, c'est est-ce que c'est une zone qui peut appeler une consolidation? La réponse est évidemment oui, ça peut. Mais qui a envie de shorter un sommet? Qui a envie, alors que le marché nous a montré qu'il aurait pu corriger avant, soit de la macro, et qui ne le fait pas, qui a envie de shorter les niveaux actuels, vous voyez? Donc, c'est une zone où on se dit, ouais, mais est-ce que j'achète un sommet parce que c'est quand même remonté vite, etc. De l'autre côté, est-ce que je short? Ouais, parce que là, sous l'oblique, soit t'es bien de passer là-dessous et ça l'a pas fait. Donc oui, il est un peu, je dis pas un peu démotivant comme indice, mais ce qu'on attendait qu'il fasse à un moment donné par rationalité, il n'a pas fait. Et maintenant qu'on se dit, bon, finalement, le sommet, ça va aller plus haut, c'est peut-être là que le truc va vous sortir une vague corrective de 3, 4 ou 5%. Vous voyez? Donc voilà, moi, j'ai pas de recours. Je n'ai pas d'avis sur le DAX actuellement. Je vais trouver d'autres indices. Tiens, on va faire un truc un peu dans le désordre aujourd'hui. Je trouve, alors là, bon, je vous ai fait le CAC, tiens, je vous mets la petite liaison. Je vous ai fait le DAX, comme ça, ce sera les repères pour tout à l'heure. Pas pour le replay. Je vais vous faire un indice. On va changer un peu. Je vais vous faire le reste, Dow Jones, Nasdaq ou autre. Mais je vais vous faire le Russell 2000. Alors, je ne l'ai pas mis dans mes tickers, mais c'est pas grave. On va le faire tel quel. Hop, on va sur la plateforme. Clac, clac et clac. Oui, aujourd'hui, il y a des indices que je trouve plus sexy que le DAX parce que je trouve que leur potentiel de rattrapage est énorme. Je vous prends le Russell 2000. Rien à voir donc. Là, on arrive maintenant sur les small caps américaines. Donc le Russell 2000, je vous rappelle, c'est 2000 valeurs américaines, des petites et moyennes capitalisations cotées en bourse. Donc un indice dont on sait qu'il est très sensible à l'environnement macroéconomique. En gros, quand le cycle est bien là, etc., qu'il n'y a pas trop de stress, que les matières premières sont à des prix à peu près normaux, que l'environnement de taux, des conditions de financement sont à peu près normales, etc., c'est un indice qui performe. Dès que ça se dérègle, c'est une machine qui en fait est bien huilée. Et dès par contre, c'est un grain de sable, coût de financement qui progresse,
matières premières qui progressent, donc coût de couverture qui, pour des petites entreprises, est plus dur à supporter que pour les grosses entreprises, etc. etc. Tout de suite, c'est un indice qui a tendance à sous-performer par rapport aux autres. Je trouve que cet indice, graphiquement, il est absolument incroyable. On le voit bien, hein, regardez sur un graphe long terme comme ça, les obliques. Donc, il est sur les obliques. Il tape, il tape, il tape. Et pourtant, ça tient. Alors, vous me direz, ben, donc j'achète. Moi, j'ai tendance à vous répondre, à un moment donné, oui, il va falloir acheter. L'investisseur, lui, il peut déjà acheter. Et il pouvait déjà le faire à 3 mois ou 4 mois. Ça reste une bonne zone d'investissement pour celui qui va accumuler, placer pour le moyen terme. Le trader swinger, celui qui attend des choses plutôt dynamiques de réaccélération, on n'y est pas encore. On n'est pas encore sur les zones où on se dit « Ah oui, là, je vais y aller, etc. » Mais je pense qu'on n'est pas très loin. Parce que tentative, 2 tentatives, 3 tentatives, 4 tentatives, et puis vous voyez, à chaque fois, on ne casse pas non plus. C'est-à-dire qu'il y a toujours le risque de passer au travers, etc. Mais pour l'instant, on ne passe pas au travers. Donc, oui, il y a l'épuisement des relances qui ne payent pas pour l'instant, parce que le truc tente d'y aller, mais il n'y arrive pas. Mais, à contrario, il ne casse pas non plus ses supports. Donc, à un moment donné, si ça commence à repartir, vous voyez, dans des zones, moi, je pense que la zone à surveiller, c'est la zone qui est ici. Voilà. Déjà, on est sur les moyennes de prix daily, vous voyez, 50 et 100, on commence à passer un peu au-dessus. On va se remettre en weekly. Je pense que si, oui, il faut regarder en gros la dernière vague de baisse. Là, jusqu'ici, tant que les supports tiennent, ça va. Et si on commence à reprendre toute cette vague, si vous en prenez la moitié, vous arrivez dans la zone 1850-1860. Vous commencez à passer la 50 semaines. Puis vous commencez à attaquer la 100 semaines. Là, je trouve que ça commence à avoir de la gueule. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous revenez là, vous avez donc des supports qui ont été très travaillés. Si on remonte là, c'est-à-dire que ça, en pourcentage, ça veut quand même dire des rebonds de l'ordre de 4 à 5% par rapport au niveau actuel. Au moins un bon 4% en tout cas. C'est qu'il y aura quand même quelque chose. Un indice qui prend 4 à 5%, après avoir raclé le fond pendant pas mal de temps, c'est qu'il y aura eu un truc. Alors peut-être accord sur le plafond de la dette, peut-être, ça peut être, j'en sais rien, des rumeurs sur le prochain chiffre d'inflation, je sais pas, vous voyez un truc qui j'ai envie d'acheter. Eh bien, si vous arrivez là, oui, là par contre, je trouve que là, autant le DAX, je suis un peu sec là-dessus, j'ai pas trop de trucs nouveaux à dire, autant le Russell qui lui a mariné pas mal à la baisse, oui, il y a des trucs comme ça où on se dit, bah, tiens, là, on va commencer à jouer la réaccélération, le potentiel de rattrapage, vous voyez, il y a une envie de reprendre quelque chose parce qu'on sent qu'il y a un mouvement qui peut commencer à se mettre en route, si vous voulez. Voilà. Oui, j'aurais de préférence pour ce genre d'indice actuellement, les émergents aussi, vous voyez, les émergents qui ont beaucoup souffert, à un moment donné, ça a commencé à se détendre un petit peu. Voilà, je trouve que là, il y a des vrais potentiels. Peut-être être patient en temps, et puis, même si tout le monde traite beaucoup le DAX, c'est un des indices les plus tradés, hein, avec le Nasdaq, etc. C'est un des indices que les clients traitent le plus. Pour autant, en ce moment, je trouve qu'il a des patterns qui sont pas simples. Si on se plante, si on s'était planté sur le DAX, qu'on shortait ce qu'on a invité à ne pas faire à 16 000, à 15 700, oui, si on avait testé, ce qui n'a jamais été le cas, mais à 16 000, on disait, voilà, on ne peut pas non plus shorter un indice qui colle sa résistance. Hein. Vous voyez, c'est déceptif, c'est-à-dire ceux qui ont shorté comme à 16 000 pensant que ça allait retracer, bah, ils ont pris 300 points dans les dents. Voilà, je trouve que le payer pour voir sur le DAX, il a pu coûter cher comme ça des temps, hein, en tout cas en short, hein, clairement. Sur ce genre d'indices qui ont déjà beaucoup souffert, bah, à un moment donné, quand vous avez beaucoup souffert, après la pluie, le beau temps. Hein, et c'est ça qu'on attend en fait hein, sur les small. Et du coup, là, après la pluie, le beau temps, et la pluie, elle était assez sévère. Et l'orage, il a duré. Oui, donc l'embellie va durer ensuite. Vous voyez ah, donc c'est un indice à potentiel. Donc voilà, à surveiller. On va revenir sur les indices plus classiques. On va commencer par le Dow Jones. Le Dow Jones, clac, clac. Donc voilà, Samir, vous me demandez quel est mon avis sur le DAX. Ben, je vous ai dit là, depuis 5 minutes, j'ai pas d'avis justement. Je ne sais pas ce qu'il faut faire sur le DAX. Fondamentalement, moi je trouve qu'il y a de quoi faire des pauses sur les niveaux actuels, mais je le pensais déjà à 16 000 et on est 300 points au-dessus. Donc voilà, c'est que j'arrive pas à réconcilier la vue technique ne m'inquiète pas à moyen terme. La vue technique à court terme, elle peut parfaitement vous laisser la place à une belle conso, mais le marché nous montre qu'il est sans arrêt en train d'essayer d'acheter les résistances, qu'il n'a pas envie de vendre sous résistance. Donc c'est pas convaincant en fait. Voilà, je vois rien qui me paraît évident à travailler. Donc je peux vous dire, bah oui, on achète, etc. Mais techniquement, on le fait. Là, on est quand même sous la résistance. Hein, 16 300, c'est un peu sous résistance. Est-ce qu'on achète sous résistance? Vous voyez, c'est pas. Ce qui serait achetable, par exemple, pour le DAX, voilà, je vous dis comme je le pense, c'est que, par exemple, si le CAC remontait à 7006, donc là, signal d'achat. Et que DAX, à ce moment-là, je ne sais pas s'il est à 16 300, 16 400, à 16 500, dans ce cas-là, oui, on achète la poursuite de la cassure de la résistance parce que le CAC pousse à la hausse, parce que le DAX tire lui aussi au même moment. Et là, on y va, vous voyez.
ce genre de signaux peut corréler, là oui, je vous dirais acheter le DAX. Mais le CAC étant toujours, alors vous me direz, on ne va pas comparer des chiffons et des... C'est un peu ça, effectivement, c'est pas les mêmes compositions, etc. Mais il y a quand même un appétit pour les actifs européens. Si à un moment donné, vous avez un Eurostock 50 qui casse les plafonds, un CAC qui casse le plafond et un DAX qui est déjà au-dessus de ces plafonds, ben on continue d'acheter du DAX parce qu'on joue la poursuite de tendance, en fait, vous voyez, au-dessus de la cassure. Voilà. Mais il faut que j'ai ça comme pattern, vous voyez, pour vous dire oui, allez-y. Voilà. Si après vous êtes un investisseur patient, achetez le DAX maintenant, je ne pense pas que ce soit du délire, à condition d'être prêt à avoir de la consultation. Mais je pense que le fait d'avoir quand même repris le sommet comme ça, pour un horizon moyen terme, c'est plutôt un bon signe de résilience très clairement qui appellera à d'autres records, plutôt qu'un signe d'excès complet qui nécessite un moins 15 ou un moins 20. Vous voyez. Voilà pour ce sentiment. On va enchaîner sur le dos. Alors le dos, lui, autant le DAX, autant le dos, il est cohérent avec ce qu'on voit. Il est cohérent avec ce qu'on voit, c'est-à-dire, ça veut dire que c'est un indice qui est composé de valeurs très tradies, justement, du Caterpillar, du Boeing, voilà, c'est typiquement des valeurs cycliques qui se portent bien quand l'économie mondiale marche bien, etc. Donc, le fait de le voir là, sous sa résistance toujours oblique qui est ici, il y a une vraie logique à ça. Une vraie, oui, et c'est pour ça aussi que pour le DAX, on avait du mal à dire que ça pouvait aller beaucoup plus haut, etc. Parce que d'autres indices un peu cycliques comme le Dow Jones nous montrent des signaux qui n'étaient pas des signaux de test de résistance. On est toujours sous résistance. Le Dow semble un peu plus respecter cette macro américaine où les indicateurs avancés nous montrent des signaux un peu de faiblesse, etc. Voilà. Donc lui, il est très bien positionné et justement, il nous donnera un bon signal d'achat à 34 500 quand on aura fini de notre voyage sous l'oblique. Alors je ne sais pas combien de temps ça va encore durer, mais quand on aura fini le voyage sous l'oblique ici, qu'on reprendra l'oblique, qu'on montera un petit peu dessus, là effectivement, il y aura, je pense, de belles choses à travailler à la hausse parce qu'on franchira enfin cette zone de résistance, que le marché a beaucoup travaillé, on la franchira parce qu'il y aura eu des catalyseurs, plafond de la dette peut-être, chiffre d'inflation plus faible peut-être, réaccélération plus forte de la Chine, etc. etc. Donc lui, il est en termes de signal d'achat, on a le temps de le voir arriver, donc pas de précipitation pour l'instant, mais dès qu'on commence à passer l'oblique ici, qu'on passe un peu au-dessus, on va dire entre 34 300 et 34 500, voilà, c'est la zone où je pense que décemment on peut commencer à remettre des positions longues à court terme sans trop prendre de risques. La question à ce stade, c'est pour l'instant, est-ce qu'on peut aller plus bas? Vous voyez, ça c'est plutôt ça le risque à court terme, plafond, la dette, etc. Il y a toujours cette oblique, alors je l'ai mis 2, je ne sais pas pourquoi, hop, je supprime celle-ci, il y a toujours cette oblique qui est là. C'est une oblique qui est tout à fait atteignable et on comprend qu'il suffit d'une seule mauvaise nouvelle. On n'est pas très loin de l'oblique en fait, on est à 2% à peu près de l'oblique en termes de variation, 2% de baisse. 2% de baisse, vous êtes sur l'oblique. Donc c'est une zone qui est atteignable, mais dont le travail est assez spéculatif. C'est-à-dire qu'en gros, pour y aller, il faut qu'il y ait de mauvaises nouvelles. Des mauvaises nouvelles, il n'y a quand même un bon paquet depuis pas mal de temps. Alors, beaucoup plus l'année dernière que cette année. Attention, cette année, il y a quand même pas mal de bonnes nouvelles. Là, Enfin, de nouvelles correctes, on va dire. Réouverture de la Chine, la baisse du prix des matières premières. Voilà, il y a quand même quelques petites choses sympathiques. Les taux qui ont déjà beaucoup grimpé aux États-Unis, donc il y a moins d'hausses de taux à venir. Voilà, il y a quand même des choses comme ça qui sont favorables. Mais il manque, pour la hausse, il manque un signal technique. Voilà. La question, c'est est-ce qu'on peut, dans cet environnement, toujours un peu mitigé, avoir encore un test, aller un peu plus bas. Donc ça, personne n'a la réponse. Donc ça, il faut le jouer dans l'instant, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que, là, on disait la semaine dernière, les 33 100, c'était une zone où il y avait eu pendant ici 2 jours, vous voyez, petite test. Donc là, le marché avait tenté d'y aller, il rebondit au-dessus. Je pense que c'est toujours ces zones-là qu'on peut essayer de travailler en risque. Alors là, c'est plutôt maintenant 33 000, vous voyez, c'est plutôt là la zone. Ça a tapé ici. Donc voilà, si on retrouve 33 000, hop, il y a toujours ce potentiel de 400 points de baisse à peu près, de baisse pour l'oblique. Donc ça se travaille mais dans le feu de l'action. Ça se travaille pas à 33 002, 33 300. Ça se travaille quand on commence à transpirer un peu plus, à aller chercher ces zones-là, 33 000, 33 100. Voilà, là on peut se dire, tiens, là il y a un risque, il y a un reward potentiel, c'est-à-dire il y a un 400, 500 points de baisse potentielle. Donc est-ce que je suis prêt à risquer à ce moment-là, tiens, 60, 70 points avec un stop pour essayer de prendre ça. Voilà. C'est du spéculatif, c'est du tactique. C'est pas du tout, je pense, que le dos va à 30 000 ou autre. C'est il y a un support, je m'en rapproche, il me fait du pied, hop, j'essaie d'y aller. Voilà, c'est dans le feu de l'action. C'est pas du tout en anticipation. Je vous dis, une bonne nouvelle sur le plafond de la dette et hop, terminé, vous avez le bottom, puis on attaque derrière la résistance. Donc voilà, on y va dès qu'il y a un truc qui nous y amène, dès que ça tape, et on essaie là, hop, après de prolonger le mouvement vers l'oblique. T'as le S&P pour enchaîner.
Donc le SP500, alors lui, il est venu chercher la zone de signal, hein. Clairement, il est venu chercher la zone de signal. Alors, la zone de signal, elle ne paye pas pour l'instant, mais on est quand même dessus. On avait dit les 4200 points, c'est la zone en dessous de laquelle on marinait depuis pas mal de temps. Il y avait double scénario. D'un côté, une éventuelle épaule tête épaule ou figure diamant qui pouvait vous amener à 3009. De l'autre, une zone de distribution qui, une fois qu'elle tape les 4002, pouvait donc vous entraîner sur une phase d'accélération, direction la résistance suivante à 4300. On est sur la résistance. Ça a donc déclenché, hein, ceux qui ont déclenché à 4002. Moi, je préférais le faire. Le Nasdaq, regardez, le Nasdaq, ceux qui ont déclenché, ou le DAX, ceux qui ont déclenché, engouffrement derrière. Hein, donc, ça a payé. Le S&P, je vous rappelle qu'il n'y a pas que de la tech. Non, il y a beaucoup de tech, mais aussi des valeurs cycliques, hein, classiques. Donc, c'est un mix entre un Dow Jones, on va dire, et un Nasdaq, hein, si on veut le résumer, en quelque sorte. Même ça n'est pas complètement dans les faits, mais si en termes de sentiment, c'est un mix des deux. Voilà. Quand la tech pousse fort, bah, le S&P pousse aussi, mais moins fort que le Nasdaq. Ce qui fait que le S&P monte un peu moins que le Nasdaq ces derniers temps, c'est parce que le Dow Jones, lui, donc les valeurs plutôt cycliques, sont plutôt partis à la baisse. Hein. Voilà, donc le mix des deux vous donne quand même un truc qui monte parce que la tech pousse fort, mais qui n'est pas aussi fort que le Nasdaq, qui lui est 100% tech. Hein. Donc ça vous donne ça vous donne cette zone un petit peu de... Comment la qualifier? C'est une zone... Voilà, ceux qui ont tenté à 4002, il fallait le faire. Hein. Si le truc s'envolait, machin, il fallait être dedans. Ça paye pas, alors par contre, vous n'êtes pas obligé de rester quand ça paye pas, sans attendre qu'éventuellement ça relâche. Hein. Mais à ce stade, c'est un peu comme le DAX. Je vais vous faire la même analyse que pour le DAX. À ce stade, je ne sais pas où est le prochain mouvement du S&P. J'en ai aucune idée. Aucune idée, parce que techniquement, on est sur une zone de signal, donc ça vaut le coup de la tenter, mais on voit qu'il n'y a pas eu l'engouffrement, donc mieux vaut lâcher, comme ça, petit gain, petit perte, mais quand vous faites un 4210 à peu près, hein, on est monté là-haut, et que derrière vous repassez à nouveau sous 4002, bon, bah, c'est que le marché a permis de faire 50, 60 points, 100 points de plus. Donc voilà, on fait une petite pause avec lui. Puis pourquoi pas essayer de reprendre dès que ça accélère derrière, vous voyez, à nouveau à 4210. Pas pour l'instant. Mais vous voyez, c'est ni achetable là pour l'instant parce qu'on voit que ça ne s'engouffre pas, mais est-ce qu'on a envie de vendre un truc qui a, vous voyez, qui a invalidé un pattern pour l'instant? Alors est-ce que le pattern va reprendre derrière et du coup ce sera plus une épaule tête épaule? Là, c'est retombé par là, aucun rapport avec un diamant ou une épaule tête épaule, ce sera autre chose. Je ne sais pas quoi d'ailleurs, si on tombe par là, ce ne sera pas vraiment une figure. Peut-être une espèce de porte-voix, peut-être, ouais. Oui, porte-voix, ça pourrait le faire. Bon. Mais tout ça pour dire quoi? Pour dire que on est au-dessus des deux moyennes de prix, 50 et 100 jours. On est sur une résistance après l'avoir déjà testé, donc cette zone ici quasiment en mai et la fois précédente en février. Donc on attaque plutôt une résistance qu'un support. Donc shorter à ce moment-là, vous voyez, dangereux, très dangereux. Oui, donc on est un peu tétanisé par l'enjeu. Moi, je le suis en tout cas, pas tétanisé physiquement, mais techniquement. On est sur une zone où on comprend bien l'enjeu de cette zone. C'est une très grosse zone, fort enjeu, support, résistance, Fibo 23.6 de tout le rallye post-Covid. C'est un sacré niveau. C'est un sacré niveau. Et c'est ça aussi peut-être qui fait que personne n'ose trop y aller, parce que est-ce que c'est finalement une résistance qui va encore me renvoyer, comme elle l'a fait ici, ou est-ce que c'est une résistance qui enfin va casser, parce qu'on l'a déjà testé, puis qu'on s'en est rapproché, et puis qu'enfin on y va. Et donc, hop, cassure haussière. Voilà. Donc là, à ce stade, je ne sais pas où est le prochain mouvement. Donc on ne peut que le faire en fonction de ce que l'on voit à l'écran. En gros, cet après-midi, si vous retapez 4210, oui, je pense que ça se tente d'être long à 4210, 4212, avec un stop à 4200 par exemple. Je pense que ça se tente. Pour les mêmes raisons que pour le DAX qui a pris 300 points en ligne droite, ou que le Nasdaq qui a pris 600 points en ligne droite après sa cassure, ou après sa accélération. Donc, pour ces mêmes raisons-là, oui, à 4210, il faut plutôt essayer d'acheter que de vendre. Mais pas avant. Hein, il y a un premier G qui ne paye pas, on attend qu'il y ait un deuxième G qui se mette en route. Faut-il shorter? Bah non, pourquoi shorter? On est au-dessus des moyennes de prix, on est au-dessus des supports en tenue, sur les moyens. Enfin oui, il n'y a pas de signal de short. Donc, ça peut repartir à la baisse, hein, sur un mauvais truc, sur le plafond de la dette, ça peut repartir. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on le tente maintenant ou un peu plus bas? Moi, je serais plutôt d'avis quand même d'essayer un truc plus bas. Et plus bas, un peu plus bas quand même, hein, plutôt vers du 4100 quand même. Voilà. Il faut qu'il y ait une alerte, un truc un peu costaud quand même, qui nous fasse envie de vendre, qui nous donne envie de vendre, pardon. Voilà les zones. Hein, donc là, à ce stade, c'est une zone un peu centrale, un peu bloquante, parce que beaucoup d'enjeux dessus, mais qu'on ne sent pas trop où ça va partir le coup d'après. Voyez. Alors que le Russell 2000, vous voyez qu'on a vu tout à l'heure, le Russell 2000, lui, je trouve que le cap 1800, pardon, il a combien le Russell 2000? Il est à... Voilà, le 1850, pardon, donc une résistance que j'ai montré, 1850, même 1870 plutôt, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Là, c'est hyper sexy. Quand on remonte là-dedans, on n'a qu'une envie, c'est d'acheter. Parce qu'on a pataugé en zone basse longtemps. Vous voyez?
Là, on n'est pas en zone très basse. Donc, c'est pas comme s'il nous manquait quelque chose. On se dit, ah, on a vraiment souffert. Et puis, non, on est en zone. Il y a déjà eu il y a eu quelques beaux rebonds. Donc, on n'est pas assoiffé à vouloir acheter tout de suite parce qu'il y a quelques rebonds. Et puis, on a peur de vendre parce que des ventes venues de sacrées belles jusqu'à présent. Donc, est-ce que le potentiel baissier s'est pas épuisé? C'est ça, ce genre d'indice. La position actuelle, en tout cas, elle est là. Les haussiers ont quand même déjà eu des hausses jusqu'à présent. Les baissiers ont déjà bien travaillé l'année dernière à la baisse. Donc, où est le prochain mouvement? Et on n'est pas là, vous voyez, c'est une zone qui est bloquante, mais qui ne donne pas envie forcément de trop s'exposer. Moi, je trouve que c'est comme ça que je le ressens. Voilà. Donc, bah, après, il faut aller un peu c'est pas au feeling, c'est pas ce que je veux dire, du tout, du tout. Il faut y aller au moment où le marché tente un truc. Voilà. S'il tente là, après avoir un peu hésité d'y aller, bon, bah, on tente d'y aller. Vous voyez, c'est dans le feu de l'action, hein. Pas trop dans l'anticipation, quoi. Plutôt quand ça accélère, quand ça bouge, quand ça y va. Voilà pour le S&P, puis pour le Nasdaq. Donc, lui, ça a été le gros performeur des derniers. Et qu'on disait tard dans la partie macro, de manière très paradoxale, donc, hein, parce que les taux se sont redressés, le dollar s'est redressé. Ces mêmes conditions l'année dernière, ça faisait baisser fortement le Nasdaq. Et même dans les répliques qu'il y a eu, hein, souvenez-vous, février, quand on avait d'ailleurs joué ici la phase de baisse, hein, on anticipait aussi à ce moment-là à nouveau un rebond des taux parce que les conditions financières c'était un peu trop détendues. Là, ça avait produit ses effets, vous voyez. Le rebond des taux à ce moment-là, le rebond du dollar aussi à ce moment-là, hop, a entraîné le Nasdaq ici. Et là, ces mêmes conditions, rebond du taux, rebond du dollar, le Nasdaq n'a pas bronché du tout. Du tout, du tout. Valeur refuge, plafond de la dette, peut-être. Peut-être cet effet-là qui a dominé l'effet taux. Possible. Mais ça, on raconte l'histoire a posteriori. Je ne sais pas si c'est la bonne histoire, mais toujours est-il que c'est pas a posteriori qu'on fait le mouvement. Hein, on est là pour anticiper les choses, pas pour raconter les choses a posteriori. Mais si on cherche une explication à cette bonne tenue, malgré le rebond des taux, peut-être qu'elle réside dans effectivement l'idée que le plafond de la dette, c'est un risque court terme, conjoncturel, et que donc, les valeurs de croissance lisent au travers de ça. Voilà. Et donc, on achète Nasdaq un peu comme valeur refuge finalement à ce moment-là. C'est comme ça qu'on pourrait interpréter ce mouvement-là. Voilà. Après, ce qui nous intéresse, c'est et ensuite. Et ensuite. Ce qu'on a dit la partie macro. La suite. Oui, il y a beaucoup d'indices où je suis bloqué aujourd'hui. Hein, vous l'avez senti. Il y a plein d'indices où on ne donne pas de reco parce qu'il ne faut pas se tromper non plus. Hein, c'est pas tout de faire de reco. Il faut les faire et qu'elles soient bonnes. Le Russell, Marocco à 1850, je pense ou 1168, je pense qu'elle sera très bonne. Voilà. Il y a des choses comme ça où on sent qu'il y a du potentiel. Le Nasdaq, alors attention, on disait quand même hein, de ne pas shorter dans la zone hein, 13003, qu'il n'y ait pas de potentiel, que si on devait shorter du Nasdaq, il fallait la double condition, à savoir rebond des taux, ça on l'a bien eu, mais on disait retour sur le Fibo 38,2. On l'a pas eu ça par contre, hein, donc oui, il n'y a pas eu de signal de short. Mais la hausse, voilà, ceux qui l'ont pris, bravo, parce qu'elle était vraiment contre-intuitive. Techniquement, elle était valable parce que, vous voyez, il y a quand même des tests du FIBO, ça rebondit à plusieurs reprises et ça part. Donc techniquement, il y avait... Et c'est là qu'on voyait que le technique supplante l'aspect macro à ce moment-là. Le technique, lui, nous disait, mais attendez, moi j'ai rebondi une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je rebondis et je fasse pas en dessous. Donc, dès que je remonte sur la résistance, go. Oui, le technique lui disait, go. Les taux disaient, faites gaffe. Donc là, oui, le technique supplante... C'est pour ça que l'analyse technique, elle est aussi intéressante. C'est que si on savait... À un moment donné, il faudrait presque ne faire que de l'analyse technique, finalement. Moi, j'aimerais pas faire que ça, parce qu'il faut quand même avoir une ouverture sur ce qui se passe aux alentours. Mais là, la seule analyse technique, c'est pas une idiotie d'en faire beaucoup, l'analyse technique, finalement. Parce que justement, ça permet parfois de ne pas avoir une mauvaise impression au mauvais moment, alors que l'analyse technique vous donne le sentiment complètement opposé, vous voyez. Voilà. Là, typiquement, ce qui vient de se passer, les taux vous donnent une mauvaise impression et un risque. L'analyse technique vous dit, non, moi je vois plutôt un truc qui est résilient sur support, qui ne casse pas, donc jouons le rallye suivant. Voilà. Voilà voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait Je vais vous faire la réponse, alors ça va pas vous plaire, mais qui est les mêmes réponses qu'on faisait il y a quelques temps. C'est à savoir que, pour moi, le plus bas Nasdaq, il a été vu. Le plus bas Nasdaq ici, il y a peu de chances de le retaper, de passer en dessous. Peu de chances. Donc, l'investisseur, lui, et ce qu'on disait déjà il y a quelques temps, n'a pas de gros risque, je trouve, à rentrer, si on le disait déjà il y a 2, 3, 4 mois, à rentrer long Nasdaq. Le trader court terme, lui, c'est une mission qui est beaucoup plus difficile. Parce que
Qui serait choqué de voir un Nasdaq continuer après un gros rebond comme ça, si les taux restent un peu élevés et voire se retendent encore un petit peu, que la Fed, par exemple, relever ses taux en juin, etc., qui serait étonné de revoir un Nasdaq à 12 700, même à 12 000. Je tape fort, je rebondis, puis je consolide et je repars. Vous voyez? Donc, il y a la place pour plein de scénarios là-dedans, en fait. Il y a la place pour de la consolidation si on veut, il y a aussi la place pour des extensions fortes. Je rappelle que plein de valeurs grosses tech n'ont pas encore embrayé fortement à la hausse. Regardez un Amazon, par exemple. Oui, Amazon. Si on se dit où est le potentiel du Nasdaq, il est là le potentiel du Nasdaq. Alphabet. Bon, ça a un peu repris quand même. Hein. Il y a quelques jours, c'était moins vrai. Là, ça a quand même repris. Mais, vous voyez, ces valeurs-là, le potentiel de rattrapage, il est là. D'autres, par contre, on voit des signaux opposés. Microsoft, le potentiel de rattrapage, il a quasiment été complètement fait, ce potentiel. Regardez, on a pris 80% de la baisse, ça a été repris. Apple, je ne vous en parle pas. Vous l'avez à l'écran. Et puis les mêmes stocks. Ah non, pardon, les Nvidia. 100 $, 300 $. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, pas dans le sens, qu'est-ce que c'est que ça va retomber à 100. Non, non. Nvidia, c'est une vraie belle valeur. Et ce rallye-là, si vous êtes un investisseur qui regardait à un horizon de 2-3 ans, acheter du Nvidia à 300 $ me paraît pas dingue. À horizon 2 ans, 3 ans. Le temps qu'il y ait plusieurs vagues de bénéfices qui arrivent, etc. Voilà. Mais à court terme, qu'est-ce que ça veut dire, ce signal-là? 700 milliards de capi, 160 fois les bénéfices. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi on n'est pas à 250 où on se parle, ou pourquoi on n'est pas à 220 plutôt? Qui garderait du coup tout le potentiel d'expression à la hausse ensuite. Vous voyez? Donc, vous voyez pourquoi l'analyse est dure du Nasdaq? C'est que dans ce Nasdaq, vous avez des choses qui passent assez monstrueuses. Nvidia en fait partie. Je trouve que Apple et Microsoft en font aussi un peu partie, des choses un peu fortes, peut-être un peu trop fortes. Mais parallèlement à ça, des Amazon notamment, qui pèsent aussi lourd, ont du potentiel. Donc, qu'est-ce que je fais? J'achète, je vends. Donc, la question de j'achète, oui, elle ne se pose pas à long terme ou à moyen terme. Bien sûr qu'acheter du Nasdaq, ça reste encore intéressant dans des horizons de placement de 2-3 ans. Mais sur du trading court terme, si Nvidia demain se fait à moins 20% parce que ça commence à vendre de toutes parts et puis que Apple suit un petit peu la tendance en lâchant 5-6%, le Nasdaq ne restera pas à 13 800. Il va retomber vers les 13 000. Ouais, donc oui, je n'ai pas d'inquiétude du tout de fond. Je n'avais pas il y a plusieurs mois sur le Nasdaq. Hein. Quand on parlait comme ça il y a déjà quelques mois, on disait que nous, le potentiel de baisse, de rechute, on le trouvait assez faible parce que la Fed a déjà beaucoup enlevé ses taux. Donc oui, on est toujours dans ce scénario-là qui est de pas de grosse inquiétude Nasdaq. Mais en revanche, ce qu'on a du mal à évaluer quand même, et depuis quelques temps maintenant, c'est le potentiel des vagues un peu courtes pendant quelques jours, où on va aller pendant quelques jours. Est-ce qu'on va se prendre plus 5 ou est-ce qu'on va faire moins 5? Voilà, et j'ai toujours cette difficulté à ce stade, je l'ai toujours. Hein. Donc, je ne peux pas vous donner des choses sur lesquelles je ne suis pas convaincu. Donc là, c'est un peu d'observation. Il y a quand même le rattrapage du sommet ici. On disait à ceux qui voulaient tenter d'être longs, à 13 300, vous mettez un stop en dessous, vous visez ensuite le niveau technique suivant. Voilà, ceux qui ont froidement et bêtement, mais je dis ça sans aucune méchanceté, hein, au contraire, qui ont fait les choses de manière mécanique. Ça casse une résistance, ça tient bon support, ça passe une résistance, je vise Ceux qui ont fait du bête et méchant, mais encore une fois, je vous dis ça avec toute sympathie, hein, il y a beaucoup de méchanceté là derrière, mais qui ont fait des choses bêtes et méchantes, purement techniques, le purement technique montre que ça paye aussi. Voilà. Hein, donc là, on va oui, dur de vous dire, en gros, on va vous donner quelques pistes. On ne vend pas de Nasdaq sur le niveau actuel tant qu'il n'y a pas un petit truc qui se passe sur une grosse cap, du Nvidia, du Microsoft, du Apple. En gros, vous avez un Nasdaq qui est là. Si la journée, le Nasdaq commence à tomber, tiens, là par exemple, c'est la séance de lundi, hop, on va dire donc. Hein, puis ça tend à rebondir. Si vous voyez, boum, ça retombe ici, 13 750. Que parce que vous tombez là, donc c'est pas loin, c'est 100 points plus bas, quoi, hein, 0,6 et 0,7%. Que si on tombe là avec un peu de vitesse, parce que vous avez, tiens, dans ce coup, du Apple qui lâche en pré-market ou même pendant la séance, je sais pas, 1 ou 2%, alors on peut se dire, bon, attention, c'est des valeurs qui ont beaucoup poussé, Microsoft aussi. Vous voyez, si vous voyez que c'est grosse, vous regardez les grosses, Microsoft, Apple, Nvidia, si vous les voyez tout un peu dans le rouge, qu'au moment le Nasdaq attaque le support de la veille, il y a du trading à tenter là-dessus.
trading, vous mettez un stop à 40 points et hop, vous tentez de prendre un double top, par exemple. Tiens, double top. Hop, je vise ça. Vous voyez, bête et méchant. Double top, je vise ça, je mets un stop X points plus haut. Voilà. Voilà comment je vois le Nasdaq. Vous voyez, on ne peut pas faire, je trouve, de plan au-delà de ce genre de truc. Shorter maintenant? Non, pourquoi shorter? Le truc fait que monter, on ne peut pas shorter. Si par contre on tombe sur un support, que quelques caps assez larges, méga cap même, baissent au même moment, et que tiens, les taux montent encore un peu, là tiens, c'est-à-dire que le Nasdaq commence peut-être à être un peu sensible au taux. Donc là on va jouer un peu l'effet double top, un peu de sensibilité au taux, quelques grosses caps qui partent un peu à la baisse. Là vous voyez, il y aura quelques critères pour essayer de shorter un peu. Voilà. Mais c'est pas du tout des shorts pour se dire, ouais, je vais faire -5. Non, juste on essaie de prendre le pattern instantané que l'on voit. Voilà. Hop, tiens, ça part à la baisse, ça tape un support, j'essaie de prendre le double top. Voilà. Pas plus, pas moins. Et si par contre, vous voyez que dans la journée, hop, je remonte encore, 13 922, et qu'en plus, les taux commencent à partir un peu à la baisse, et que les techs, les large caps se portent bien à ce moment-là, qu'Amazon rebondit bien, que Apple reste bien orienté, que on essaie de prendre le niveau suivant. Vous voyez, le niveau, sur des zooms, le niveau suivant, c'est le Fibo. 14 372. Voilà. Si on passe un peu au-dessus de la zone là, 930, 940, vous mettez un stop à 13 009, 30, 40, 50 points plus bas. Et après la cible, pourquoi pas un truc qui se cabre et qui va chercher ça. Voilà. Voilà le trading qu'on peut proposer sur le Nasdaq, mais vous voyez, il n'y a pas de conviction au moment où on se parle d'une tendance. Aucune. Voilà. Des taux qui montent encore un petit peu dans la foulée, qui prend des taux, un taux 2 ans qui prend 15-20 points de base là, dans les heures qui viennent. On tape le support d'hier, bien sûr qu'on peut retomber à 13 500 dans la foulée. Voilà, donc on joue l'instantané, stop serré, et on essaie de prendre la tendance que l'on voit, qu'on pense être la suivante. À ce stade, là, justement, là, au moment où on se parle, il ne se passe pas grand-chose, c'est plutôt en train de fluctuer, donc on ne fait pas grand-chose. On essaie de surveiller les prochaines stats, enfin les prochains niveaux, ici ou ici. Voilà. Bête et méchant. Bête et méchant. Voilà pour cette partie indicielle. Le Japon, si avant d'aller sur autre chose, je fais un peu long aujourd'hui, mais on ne s'est pas parlé pendant quelques temps entre les jours fériés et puis les plateaux. Donc on fait un petit market time un peu long aujourd'hui. Le Nikkei, c'était quand même la bonne reco qu'on avait proposé il y a quelques temps déjà. On disait que le Japon, c'était à la fois un proxy pour ceux qui voulaient aller sur la Chine sans être sur la Chine. Ensuite, l'aspect technique, qui comptait aussi beaucoup dans l'analyse que l'on faisait, à savoir excès post-Covid, retracement, correction des excès, mais toujours au-dessus d'une grosse zone qui nous semblait être, et on ne s'est pas trompé, une vraie zone de support. Et on parlait de zone d'accumulation, cette zone-là, pour le prochain rallye. Et donc on pensait qu'on allait avoir un bottom comme ça, un peu rounding, qui allait réaccélérer. On l'a eu. Il allait peut-être un peu plus vite que je pensais quand même, mais peu importe, j'ai envie de dire, c'était le scénario que l'on avait établi il y a déjà plusieurs mois, de dire, voilà, on ne joue pas baissier le Japon, même si c'est un indice qui a beaucoup grimpé, etc., il a quand même aussi beaucoup latéralisé, et ensuite préparé vraiment la rampe de lancement pour le mouvement suivant. Donc là-dessus, je suis content de cette reco, parce qu'elle a bien payé. Ceux qui ont joué le long Japon, et on voulait faire que des longs Japon, pas de short, ça paye bien. Je pense que ça va aller plus haut ensuite, je pense qu'on va aller à 39 000 à un moment donné, mais toute échelle et proportion gardée. Donc le temps qu'il faudra pour y aller aussi. C'est un graphique là que je dézoome sur 40 ans. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter 40 ans pour aller là-haut. Ça veut dire qu'on est en train d'achever en fait un mouvement de reprise qui aura mis 40 ans à se faire. Plus de 40 ans. Ou à peu près 40 ans. Donc en gros, l'idée c'est d'aller à 39 000. Ça, voilà. Et mais après, voilà, on retrouve une résistance. S'il y a un peu de stress plafond d'aide, s'il y a un truc sur la Chine. Bon, on comprend bien que ça peut consolider sur une zone haute. Mais pour moi, un sommet appelle d'autres sommets. C'est pas, voilà, on n'est pas là à se dire on va retomber ici. Le seul risque, c'est un peu comme le CAC ou autre, c'est qu'à un moment donné, vous tapez une zone, que vous consolidiez un peu sous la zone ou au contact de la zone, qu'après avoir tapé 31, vous retombez à 30, à 29. Voilà. Mais pour moi, c'est buy the dip. Buy the dip, buy the dip, buy the dip, jusqu'à 39 000. Voilà. Donc ça, c'est une bonne position pour les investisseurs. C'est aussi une bonne position pour ceux qui veulent prendre des choses, pas forcément trop long terme non plus. Le Japon reste une belle zone voilà, d'accumulation à la hausse et de longue only. On enchaîne avec les devises cette fois-ci. On va se concentrer sur l'euro-dollar aujourd'hui. L'euro-dollar, donc, il paye bien dans le sens que l'on voulait voir. Mais oui, c'est ça qui me frustre un peu par rapport aux indices américains, c'est que le scénario qu'on avait dessiné sur les taux, il se passe bien.
les taux se redressent. On pensait que c'est ce qu'on devait voir et on l'a vu. On pensait du coup que ça allait lifter le dollar mécaniquement, ce que nous sommes en train de voir aussi. On repasse sur un 0,8, on a cassé l'oblique ici. Voilà, donc on a bien la deuxième vague. Il y en avait eu une ici, on a bien la deuxième vague que l'on trouvait légitime de voir se former. Mais la conclusion qu'on avait dressée de dire les taux vont se redresser, donc le dollar devrait suivre, et donc le marché action US devrait quand même être un peu plus volatile, un peu plus nerveux dans ce contexte. Là, en revanche, ce n'est pas le cas. Vous voyez, le marché action lui reste à côté. Donc, effectivement, ça peut être une preuve de résilience du marché action, ou, ce qu'on disait dans la partie d'introduction, ou un peu de complaisance à court terme. Mais il y a quand même une partie, une notion de résilience quand même là derrière. Un peu quand même. Et encore une fois, pour être résilient, et puis à un moment donné, si les taux, oui, ça monte, la pression monte, s'il y a plus 20 points de base, est-ce que le Nasdaq continuera d'encaisser en souriant, vous voyez? C'est ça qui reste à déterminer. Voilà, ça, on ne dit pas l'avenir, mais il y a en tout cas deux marchés qui ont bien fonctionné, les taux et le dollar, qui ont bien suivi ce qu'on pensait voir. Les actions n'ont pas embrayé là derrière. Mais bon, pour l'instant, on se concentre sur les devises là où on se parle. Donc, ça paye sur l'euro-dollar. Ceux qui ont shorté, qui étaient les recos que l'on faisait, sont pour l'instant bien dans leur short. Par contre, là, on va aller un peu plus loin. Voilà, en dézoomant. Je pense qu'on est dans une zone, comme pour la livre ou d'autres paires de devises, ou même de l'or australien. Je pense qu'il y a eu un shoot haussier ici, que nous consolidons au moment où on se parle, et déjà depuis quelques temps, avant de repartir, encore à la hausse. Je ne vois pas un truc, faire ça, puis ça. Pour aller là, il faudrait que le scénario n'aille... Enfin, il faudrait que tout aille dans le mauvais sens, en fait. C'est-à-dire qu'il y ait beaucoup de risques liés à l'inflation, rebond de l'inflation, donc des taux US qui montent beaucoup plus haut, une Fed qui va encore plus loin, beaucoup plus loin même. Vous voyez qu'on est vraiment un sentiment que l'inflation redécolle à un moment donné. C'est ça qui nous ramènerait dans les zones parité, etc. Je ne vois pas pourquoi on aurait ça. Il n'y a pas d'indicateur à ce stade qui montre qu'on a des rebonds. Regardez tout ce qui vient en amont, prix à la production en Chine, matières premières, prix des containers, transport mondial, tout ce qu'on veut en amont, il n'y a rien du tout qui se recabre. Rien. Donc, la double bosse d'inflation, si elle devait venir, elle viendrait peut-être par les salaires. Et encore, il progresse actuellement, vous voyez, aux États-Unis à des rythmes de un peu de 4%. Normalement, ça n'a pas de quoi vous ramener une inflation à 7 ou 8%. Vous voyez, donc bon, je trouve que l'hypothèse de rebond de l'inflation, le risque plafond de l'inflation qui reste dans la zone 5% sur l'inflation cœur, ça c'est un risque. Ça oui. Mais qu'une inflation cœur reparte de 5,5 son niveau actuel ou 5,4, je ne l'ai plus en tête, et qu'on reparte à 7 ou 8 d'inflation cœur, non, ça j'y crois pas. Voilà, donc, oui, donc le scénario très baissier euro-dollar, retour parité, la probabilité me semble très très faible. Par contre, pour l'instant, donc moi je pense que l'idée, enfin c'est pas l'idée, mon analyse c'est de dire qu'on est sur de la conso avant d'aller à 1,15 et 1,20 a posteriori, donc oui, je vous montre ça allez, par là, bon, sur des horizons d'une 24 peut-être, voilà, donc c'est pas tout de suite. Donc il faudra être de moins en moins short selon moi sur l'eurodoll, prêt à un moment donné à jouer le rebond. Mais par contre, moi je n'aime pas acheter les creux, je déteste ça, enfin je déteste. Cette stratégie d'investisseur, ça fait sens, sans aucun problème. Quelqu'un qui est patient, au contraire, faut, dans toutes les phases comme ça un peu défensives, il faut les acheter. Mais celui qui aime bien se mettre dans le mouvement au bon moment, prêt à tenir la pause quelques jours, quelques semaines, mais quand même avec une notion de gain qui commence à arriver assez rapidement, dans ce cas-là, c'est un peu touchy d'acheter ici, parce que vous avez donc des obliques en dessous desquels vous passez, des obliques long terme. Je vous les montre, c'est les obliques hebdo que vous avez là. Vous êtes en train de passer en dessous. La grosse oblique qui descend de tous les sommets historiques, hop, vous passez en dessous brièvement. C'est pas très, je pense que c'est pas un gros risque, mais vous êtes quand même en train de passer en dessous. L'oblique ici, hop, échec, bull trap, mais qui est plutôt une consolidation. Donc vous êtes quand même en train de passer, vous êtes déjà passé en dessous depuis 3 semaines. Donc vous voyez, il faudrait, voilà, pour moi, le prochain signal d'achat, il serait par là. On rebondisse par exemple sur l'oblique, on va plus bas, on n'est plus comme ça, mais il faut qu'on ait ce moment hop, de balancier où on repasse à un moment donné au-dessus d'une zone. Donc la zone, je dirais 1,0950, 1,10 est une zone adéquate pour revenir long. Pour quelqu'un qui aime bien des phases un peu swing, un peu, vous voyez, ou tenir quelques semaines, mais qui veut quand même être dans le bon rythme, bon moment. Quitte à poireauter un peu sans que ça paye trop tout de suite, mais qui ne veut pas en revanche se dire si j'achète à 1,10, je vais me retrouver à 1,05 derrière. Vous voyez, voilà. Alors que là, à ce stade, peut-être qu'on sera à 1,05 ce soir, j'en sais rien. Si après avoir une vague, puis 2 vagues, vous remontez à 1,10, ça sent bon, effectivement, la consolidation qui va commencer à trouver un terme, et puis hop, poursuite du rallye à 1,15. Pourquoi 1,15? Parce que c'est la résistance précédente qui est ici.
Voilà. Donc voilà comment je vois un petit peu les choses, mais à quel horizon, ça j'en sais rien. Je pense que ça peut se jouer peut-être de l'ordre de semaines à plusieurs mois, hein. Plusieurs mois pour aller là, hein, pas pour entendre le signal. Donc pour l'instant, c'est du défensif. Je pousse quand même pas la consommation trop à la baisse, hein. Je me méfie quand même parce que s'il y a accord sur le plafond de la dette, pour moi, ça va plutôt détendre un petit peu le dollar. S'il y a ensuite des prochains chiffres d'inflation en juin qui sont un peu meilleurs, bon, ça va aider le dollar aussi à baisser un petit peu. Voilà. Donc je suis plutôt dans l'attente de ce genre de news, étant parfaitement conscient qu'à court terme, s'il y a du risque off sur le plafond de la dette, plus des taux US qui se cabrent encore un peu, que l'eurodoll va rester sous pression. Il y a un risque, en gros, j'ai fait un article là, pour Capital là-dessus, le risque baissier, si on doit l'évaluer, il est de l'ordre de 250 points, à peu près. Alors, c'est pas sorti d'un chapeau, c'est ça comme support oblique. Vous avez 3 points que vous reliez. Vous êtes sur l'oblique actuellement, un peu en dessous. Si d'un seul coup ça lâche, risque off, plafond dette, etc., le risque il est là, 250 points. Donc c'est le risque baissier. Est-ce qu'il est intéressant à jouer, cette baisse-là? Moi, je trouve qu'elle n'est pas forcément archi intéressante. Voilà. Ou en gros, si on veut la jouer, c'est maintenant par contre, c'est pas dans 15 ans, c'est maintenant. Là, vous voyez, ça tape, ça tente de rebondir et ça retape. Si vous le jouez, c'est maintenant. Stop au-delà de 1,08, 1,08, 1,0810, en espérant que ça s'enfonce d'un coup. Voilà. Ce qui n'est pas certain. Et pour conclure dessus, je serais plus à l'aise avec un signal d'achat à 1,10 qu'avec un signal de vente à 1,0780 ou 1,08. Ça ne veut pas dire que ça ne paiera pas le signal d'achat, mais plus à l'aise parce que le signal d'achat, pour moi, confirmera un peu ce sentiment il y aura des facteurs macro qui appuieront ça en plus, hein, donc ce signal d'accélération plutôt vers 1,15. Là, c'est spéculatif à la baisse parce que ça peut payer fort. À un moment donné, si vraiment ça dégénère, mais là, c'est spéculatif. Il faut qu'il y ait des mauvaises nouvelles, il faut qu'il y ait les taux se cabrent, il faut que, voilà, hein. Donc il y a quand même un côté spéculatif. Le mouvement naturel pour moi de l'eurodoll va plutôt nous amener à un 15 dans plusieurs mois que nous ramener vers la parité. Donc là, tout ce qu'on joue là, et ce qu'on fait déjà depuis quelques semaines, c'est du contre-tendanciel, mais assumé, parce qu'on avait des raisonnements qui nous amenaient à penser ça, qui payent. Reste à voir jusqu'où ça peut payer. Mais voilà, c'est en tout cas le mouvement naturel des choses pour l'instant, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Et quand il ne sera plus, par contre, voilà, un indice là, c'est que vraiment les choses vont être payantes, je pense, et à la hausse, hein. Donc voilà, si on ne veut pas shorter parce qu'on a peur d'eux, à ce moment, on met les mains dans les poches et on attend d'être à un indice pour acheter. C'est pareil pour toutes les autres paires de devises, que ce soit le câble, voilà, toutes ces paires-là. Tous les signaux de réaccélération vers la 1,30 ou autre, attendez, soyez patient, que ça remonte sur de 1,26. Vous voyez, 1,26 est là, ça va avoir le coup de pousser parce que le câble, vous voyez, il est vraiment graphique, il est beau, et quand je dis beau, il est parlant graphiquement. Les capitulations, les rebonds, les consultations, on voit bien le rythme du marché, les respirations, tout ça. Donc voilà. Techniquement, la phase de reprise, pour moi, n'est pas achevée sur le câble. Il y a de quoi aller vers des 1,30 et même des 1,40 derrière. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois dans les mois, peut-être même à 1 ou 2 ans à venir, hein, ça. Mais je vois plutôt le câble par là que vers la parité, hein. Voilà, donc tout ceci fait partie d'un process qui avait déjà commencé ici de consolidation. Ça part fort, ça retrace un peu, mais l'idée c'est que ça pousse à 1,30, 1,40 derrière. Voilà, donc je serais plus chaud pour acheter à 1,26 qu'essayer de shorter là. En ayant conscience que la vague actuelle peut nous ramener sur du 1,20, techniquement parlant, hein, ça peut très bien le faire. Mais ça sera une vague consolidante avant accélération, je pense, plutôt qu'un vrai retournement durable de la livre. Idem dollar australien, dollar américain. Là aussi, on se la met de côté celle-ci pour plus tard, c'est-à-dire que c'est une paire. Si on veut la jouer très baissière, c'est qu'on fait le pari que ça va aller de plus en plus mal en Chine, qu'il y aura une grosse poussée dollar, que les taux US vont se cabrer encore plus fortement, que l'inflation, etc. Voilà. Scénario donc que le marché a déjà beaucoup joué l'année dernière, on est d'accord. Ceci pouvant ressembler à une capitulation d'ailleurs, comme celle-ci. Donc moi l'idée c'est plutôt d'essayer d'attendre que ça bottom sans catastrophe, ou que ça fasse un truc peut-être claque, et puis un truc comme ça, et après ça repart. Mais l'idée c'est d'attendre que ça bottom un peu, alors sous quelle forme je sais pas, mais peut-être un rounding bottom, peut-être, ou un truc qui claque et qui repart. Mais j'attends ça, j'attends le redémarrage en fait. Parce que là aussi, comme ça a déjà beaucoup claqué l'année dernière, puis la fois d'avant ici, voilà, ça semble être une espèce de truc qui s'essouffle à la baisse en fait, avant de repartir comme ça. Donc voilà, j'attends des signaux de redémarrage, 0,70 pour prendre des obliques, et plus haut ensuite, hein, c'est pas que l'oblique ici qu'on prendra, l'oblique hein, qui est là. L'idée c'est d'attendre que ça fasse ça, pour prendre, voilà, on décide de redémarrer pas trop tard non plus, pas trop tôt non plus pour éviter les risques baissiers, mais voilà, 0,70 c'est une bonne zone, on prendra l'oblique, et après on essaiera de chercher ces grosses obliques long terme que vous avez ici, hein, plutôt 0,77 ensuite. Voilà pour les devises. On enchaîne avec les matières premières, on va commencer par allez, le pétrole. Hop.
Le pétrole qui est donc toujours sur une zone défensive. Alors vous avez vu ce matin les déclarations un peu énervées du ministre saoudien de l'énergie qui menace les short-sellers, sachant que c'est pas eux qui font baisser le pétrole, je pense, du tout. C'est plutôt des facteurs fondamentaux, c'est des facteurs liés justement à la Chine, comme le cuivre qui baisse. Donc le cuivre baisse, mais le pétrole n'aura pas le droit de baisser sur les doutes de croissance chinoise. Voilà, il y a toute logique à avoir des comos. Tout ce qui est lié à la croissance mondiale, avec une Chine qui a fait des signaux mitigés, tout à fait logique de voir un pétrole à cette zone-là. Donc, mais simplement, le ministre saoudien n'est pas content. Et en gros, on sent bien que ce qui leur est resté au travers de la gorge, c'est clairement la question des opérations OPEP+, donc c'était Russie et Arabie Saoudite en avril, qui avaient annoncé des baisses de prod. Et ce qu'ils n'ont pas digéré, c'est que le pétrole ait fait ça, qu'ils soient partis là, et puis là, c'est la claque dans la figure, puissance 15. Donc, ça sort les grands mots, on menace les short-sellers, on leur dit « regardez bien », etc. Et peut-être que ça va marcher, effectivement. Peut-être que maintenant, une deuxième fois, ça marchera. Je ne vous dis pas que ça va retomber à la baisse. Simplement, on sent quand même qu'il y a un petit peu d'énervement là dans la déclaration du ministre saoudien de l'énergie. Énervement d'avoir vu un pétrole retomber sur un plus bas de combien de temps depuis 2021. Et que dans les finances publiques, ça va peut-être commencer à peser aussi un petit peu. Tout en volontairement passant sur le fait que qui s'est royalement, c'est le cas de le dire, gavé en 2021 et 2022, ce sont bien ces pays producteurs. Tous les producteurs, je ne cible pas l'Arabie Saoudite, tous les pays producteurs et tous les gros producteurs de matières premières dans leur ensemble ont connu 2 années absolument fastes. Qui a explosé les chiffres de production? Regardez, tous les producteurs pétroliers, que ce soit en Europe, aux États-Unis au Moyen-Orient, ont tous éclaté leurs chiffres historiques. Donc, considérer qu'à 72 $, mon Dieu, quel crime de lèse-majesté, et ces vilains short-sellers qui font baisser le pétrole, et l'AIE qui a des prévisions toutes plus merdiques les unes que les autres, c'est ça qu'il disait ce matin. Le ministre saoudien n'a pas dit en ces termes-là, mais il dit en gros, ils battent des records de mauvaises prévisions, un truc du genre. Ça sent évidemment, c'est très amer tout ça comme commentaire. Voilà. Alors après, ceci étant fait comme constat, est-ce que du coup, il faut continuer à faire comme on l'avait fait en avril et mai, de dire non, nous on a déjà changé de disque avant même qu'il parle, qui te dire attention, maintenant on a comme une pente, où la pente est assez raide, et puis là la pente est plus douce, et puis ça forme presque un bottom maintenant, hein, donc on ne va pas chercher à reshorter du pétrole fortement dans ces zones-là, etc. Il faut être tactique désormais, c'est-à-dire tactique en fonction du bruit ambiant. Le bruit ambiant, ce matin c'était du bruit ambiant par exemple, hein, quand on est du saoudien c'est du bruit ambiant, donc on en tient quand même compte, parce que c'est quand même un pays top, dans le top 3, c'est le deuxième d'ailleurs, ou le premier, je ne sais plus, l'Arabie Saoudite, ils sont toujours dans le top 3, c'est sûr, qui commence à menacer à nouveau. Donc, est-ce que les menaces sont mises à exécution? Est-ce qu'on est payé pour voir? Pour l'instant, en tout cas, on n'est pas en train d'être sur un support, donc on n'a pas envie de shorter un truc comme ça, en tout cas, ce genre de déclaration, on n'a pas envie de les shorter. On n'a pas envie de les shorter parce qu'en plus, on a marqué un gros point bas ici. On n'a pas trouvé des shorter parce que les États-Unis ont commencé à annoncer des achats pour leur stock stratégique. Très léger pour l'instant, mais ça, ils ont quand même commencé à annoncer un petit peu. Donc, on essaie d'être opportuniste là. On se dit, bon, si ça devait rebondir, à quel endroit on peut acheter? Moi, je vous avais dit, ma zone, la zone que je trouve un peu confortable, ce serait cette zone-là, des 76, 77. Parce que ça correspondrait à revenir un peu du gap, en fait, qui s'était fermé ici, ou à revenir dans l'ancien gap, en fait, hein, qui est ici, qui correspond à ce stade à une moyenne de prix 100 jours, donc ça qu'on repasserait la 50 puis la 100 jours, on commencera à taper, donc après 2 belles zones de baisse, ça commencera peut-être à ressembler effectivement à un creux comme ça, prêt à repartir des 83 et quelques. Donc voilà, je trouve que 76-77 ce serait une belle zone pour commencer à racheter du pétrole. Après, tactiquement, pur spéculatif, hein, il y a des petites résistances quand même à plus court terme, vous voyez, 73-6. 1, 2, ça repart mais pas plus bas. Si ça tape une 3e fois avec des creux qui se redressent, ça peut se tenter. Ça peut se tenter. En plus, on passeriez aussi, vous seriez repassé au-dessus de la zone support qui est ici, vous voyez. Donc ça tape la résistance ici, voilà, 73, 80. Peut-être tenter un petit shoot vers les 1. Après, il n'y a pas vraiment de grosse résistance. Hein, regarde, il n'y a pas grand-chose. Après, c'est plutôt les moyennes de prix qu'on voit. Il n'y a pas énormément de niveaux obliques ou horizontaux à cet endroit-là. Donc, ouais. Après, ce serait peut-être voilà, 2-3 $. Hein. C'est ça l'idée, c'est de dire, bon, je vais prendre un peu les moyennes de prix, 1, 2. Bon. Voilà. C'est plutôt jouer la casse de distance, très court terme, voir si on peut gratter quelques dizaines de cents sur le trade. Vous voyez, c'est un peu ça. Pas forcément 3-4 $ d'un coup. Hein. Ce serait plutôt, je tente, je mets un stop assez serré, puis j'essaie de me faire un peu porter. Voilà. Après, attention, ça c'est pour le signal d'achat. Pour l'instant, c'est très flat. Hein. Il n'y a pas de signaux. On voit qu'on est en train de
de jouer, le marché joue la zone un peu pivot qui est ici, la zone support qui est un peu pivot. Ce qu'il faut garder quand même dans la journée, c'est si par exemple sur les indices, d'un seul coup, vous voyez, partent à la baisse. Pour X raison, j'en sais rien, plafond de la dette ou autre, et que le pétrole, retape 70. Si on tape 70 parce que les indices actions US perdent 2% au même moment et que le VIX remonte à 18 ou 19, là aussi un petit short stratégique dans le feu de l'action, dans l'ambiance, pour dire tiens, là, tout le monde est un peu baissier, le pétrole aussi, tiens, crainte sur la croissance chinoise, et puis un peu de croissance US en top de crainte peut-être aussi à un moment donné. Bon, encore une fois, le pétrole, il peut à 60, ce ne sera pas la fin du monde. Hein. Donc, un short, moi, me semblerait pas dingue, mais encore une fois, il faut qu'il y ait l'ambiance autour, sur les indices. Des taux qui monteraient, qui feraient baisser les indices, du coup on prend peur que ça casse complètement la croissance américaine, que du coup moins de demande d'énergie à un moment donné, vous voyez, ce genre de crainte, voilà. Donc il faut quand même qu'il y ait un bon choc sur les indices hein, pour commencer à sortir du pétrole. Voilà. Il faut vraiment que ce soit bien dans le rouge, que le VIX monte bien, qu'on sente un stress palpable sur toutes les places Europe, US. Et à ce moment-là, si le pétrole commence à retomber un peu, c'est un peu les supports, hein, 70, donc les derniers en tout cas ici. Hein. Si on tombe ici, un petit short tactique très court terme, pourquoi pas. Mais pas un short où on se dit je vise les 60 ou les 50. Hein, voilà. Juste dans le feu de l'action. Pour essayer de gratter 1-2 dollars par baril. Hein. Voilà pour le pétrole. Je vais accélérer parce que là, on est vraiment en retard. Il est déjà 13 heures. On va faire un petit point sur le gold. Alors le gold, voilà, en toute logique, est parfaitement compréhensible, donc hein, il revient plus bas, le dollar monte, le pétrole, les taux montent, logique que l'or retrouve à nouveau son ancienne zone en fait, il était toujours dedans, mais là, il avait été un peu sorti par le haut, il revient dans l'ancienne zone à très large de consolidation, là aussi, tout à fait explicable et compréhensible, on n'est pas étonné, voilà. Là, c'est le genre de truc qui s'aligne bien, les taux montent, le dollar monte, le pétrole baisse, très compréhensible. Ne pas chercher pour les très court-termistes à acheter ce genre de creux. Ça, c'est un truc qu'on peut faire pour les investisseurs, par exemple. Ceux qui sont un peu patients, qui disent tiens, moi, j'ai de quoi attendre, peut-être pendant 2-3 mois encore. Voilà. Là, c'est des bonnes zones d'achat. Toute cette zone-là de range, c'est des zones d'accumulation pour le prochain push. À court terme, méfiez-vous. On ne sait pas où le moment sur les taux va nous amener. On est à 4,30, 4,40 sur le 2 ans. S'il va à 4,50, il se passe quoi? Le gold sera peut-être à 1900 à ce moment-là. Hein, donc oui, c'est pas possible. Donc voilà, ça pour dire que par contre je suis pas très chaud pour shorter, voilà, que ce soit l'argent, l'or ou autre. Il y a déjà eu beaucoup de phases comme ça de corrective ici, l'année dernière encore, vous voyez, donc la record des. Excusez-moi. Il y a déjà eu quelques belles accélérations, même de grosses accélérations vendeuses pendant les 2-3 dernières années. Donc, je ne pense pas que l'or se refasse en 2007 et 2006. Mais laissez-le glisser pour l'instant. N'essayez pas d'attraper le truc à la baisse, etc. On laisse ça d'attraper. Déjà, il faudra qu'il y ait des signaux un peu techniques. Moi, tant qu'on n'est pas sur des. C'est un peu haut. Certains me diront, attendez, c'est un peu haut comme zone. Ouais, mais c'est quoi le prix à payer pour être sûr de rentrer au bon moment? Là, sûr que si on attrape, on se dit, je vais attraper le point bas, ça va être génial. Mais si ça va à 1009, puis à 1150, faites quoi? Attendez qu'il y ait un rebond un truc un peu costaud et qu'il soit explicable. Que l'or aille. Moi, idéalement, j'attendrai à 2050 pour revenir long. 2050 retrouvé, avec des taux US qui baissent un peu, un dollar qui baisse un peu, par exemple sur une inflation moins forte, par exemple, je sais pas, sur une question de. Ouais, tout ce qui est lié à ça, au taux ou au dollar. Et un gold qui se retrouve à 2050, là, go. Là, vous avez tous les signaux. Une fois, 2 fois, 3 fois, ça tape, ça veut y aller, et hop, ça remonte une nouvelle fois, et là, ça y va. Ouais, donc, attendons ça. Donc, la baisse, ça peut, il y a des risques à aller plus bas, mais vouloir y aller, c'est un peu comme l'eurodoll, vous voyez, si on veut y aller, on met des stops serrés, etc., on spécule. C'est spéculatif. Hein. En gros, pour résumer là aussi, je serais plus confortable d'acheter à 2050 que de vendre à 1950. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas plus bas, mais je pense que la qualité du signal qu'on aura à 2050 à la hausse sera... surtout si les taux se détendent et le dollar se détendent, sera plus facilement tradable parce qu'il y a une zone un peu d'accumulation qui attend qu'une chose, c'est de sortir par le haut. Donc il y a plein d'arguments qui vont s'agréger les uns les autres. La baisse, on n'attend pas une baisse parce qu'on a déjà eu beaucoup de baisses. Donc si elle vient, il y en aura peut-être une, mais on n'est pas assoiffé de baisse. On n'est pas là à se dire putain, le truc qui monte depuis 1 an et demi, 2 ans, je veux prendre un peu de gain là-dessus, je veux tenter un short. Les shorteurs, il y a largement de quoi faire, ça je veux dire. Donc, il y a plus ce côté d'impatience, un peu comme on l'avait un peu sur le luxe. Tiens, j'attends une correction, j'essaie de gratter la correction, parce que là, quand même, enfin, il faut que le luxe rende un peu. Là, il n'y a pas ce côté-là sur le gold. Le gold a une allure qui n'est ni excessive, ni voyez, donc bon. Ça peut aller plus bas, mais c'est pas forcément des zones faciles à prendre, voilà. Alors qu'en 2050, long sera, je trouve, bien plus simple à prendre dans le sens de l'achat.
Pareil pour l'argent, on va assez vite là-dessus. Ça baisse, laissez-le baisser. Hein, il y a des obliques, etc. Il baisse, laissez-le faire son trip baissier, laissez le dollar faire son effet, laissez le taux faire son effet. Attendez que ça se détende. Enfin, quand j'attendais, c'est ma stratégie. Quand j'ai tendance à parler comme ça, mais quand j'attendais, c'est en gros, moi j'attendrai ça. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Moi j'attendrai ça. Que, encore une fois, l'argent, son pattern long terme, pour moi, il est plus baissier. Il l'a été pendant des années. Ça se réveille, ça pull back et ça repart. Le trend est en train de repartir. Et c'est déjà reparti. Donc ça, pour moi, c'est de l'intermédiaire. Ça push, correction, ça push, correction, ça push. Vous voyez, donc on va attendre. Il faut pas essayer un truc qui a déjà beaucoup baissé comme ça. Peut-être qu'il ira un peu plus bas. Parce qu'on disait l'autre jour, peut-être que ça passera sous l'oblique, mais le risk-reward là-dedans, il ne me semble pas extraordinaire. Donc, je trouve que c'est plus confortable aussi d'attendre que la correction se termine. Alors, on ne va pas dire qu'on attend un retour au-dessus de l'oblique, on y va. Quand même pas. C'est pas aussi rapide que ça, mais par exemple, on ne va pas tomber peut-être à 26 hein, pour se remettre au long. Si vous commencez à avoir des signaux un peu hop, parce que les taux se détendent à un moment donné, boum, que l'argent remonte à 24,20, 24,30, que vous sentez le truc commence à repartir un peu vite comme ça, au-dessus des moyennes de prix, hop, hop, voilà. Une zone, allez, on va essayer de trouver une zone à peu près adéquate, ancien support ici, on passe un peu les moyennes de prix, 24,50, 24,50 me paraît une bonne zone pour revenir long sur l'argent. Donc là, clairement, j'attends ce genre de zone. Peut-être que ça sera plus bas à court terme, mais la qualité du signal à 24,50 sera plus plaisante à la hausse que d'essayer de shorter, je pense, maintenant, pour un truc qui a déjà beaucoup baissé. On fait un petit point sur le cuivre et puis je finis par le Bitcoin derrière. Le cuivre, il a carrément fait le round trip. Hein. Bim, bim. Incroyable. Moi, je ne pensais pas que ça allait aussi bas. Je vous le dis clairement, même si on voit que la Chine n'était pas terrible, etc. Alors, on est quand même bien dans notre scénario de dire la Chine, enfin, je dis pas on savait, on ne sait jamais à l'avance, mais l'analyse que l'on faisait, c'est de dire la Chine va redémarrer, mais il n'y a pas eu la même relance de la Banque centrale, les mêmes moyens déployés, les mêmes soutiens aux ménages, etc. Donc, on disait que ce sera moins explosif. Ça l'est, c'est moins explosif que la reprise qu'on a eue en Europe et aux États-Unis. Post-Covid, je parle, hein, là, maintenant ça s'est largement calmé avec l'Ukraine, etc. Mais la Chine n'a pas connu ce côté consommation revancharde, etc. Vous voyez, on n'y est pas. Donc, logique que les matières premières n'aient pas suivi. Donc, c'est en ça que je disais qu'on est bien dans notre scénario. Par contre, quand je dis on est bien sur le scénario, c'est que moi, par contre, le cuivre, j'étais pas aussi baissier que ça quand même. On était un peu prudent, mais pas autant que ça. Donc là, il va quand même falloir se méfier un petit peu maintenant de la baisse du cuivre, je pense. Il y a le risque, c'est un peu le sell-off capitulant. Le truc où voilà, ça accélère et puis tout le monde se dit merde. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le consensus sur le cuivre, vous écoutiez tous les spécialistes du secteur du cuivre, et ce qui est vrai, ils n'ont pas tort. Vous expliquez qu'il y aura une demande qui excède déjà largement la production, que les stocks de cuivre s'amenuisent, que les projets d'exploitation d'une mine de cuivre, c'est des projets sur plusieurs décennies, etc. Que ce n'est pas un truc qu'on active ou qu'on désactive en 2 ou 3 mois. Et que donc, il y a un moment où ça va faire un effet un peu ciseau, et où, en gros, il n'y aura pas assez de cuivre produit pour satisfaire toute la demande. Donc là-dessus, ils n'ont pas tort. Mais là, pour le coup, ce marché a d'abord regardé le conjoncturel, à savoir la Chine, et sa vitesse de redémarrage, avant de regarder... Vous voyez, et c'est ça qu'on disait sur les actions. Est-ce que les actions doivent regarder le conjoncturel et faire un peu comme les commodities, ou est-ce que les actions doivent regarder à plus long terme? À ce stade, on voit bien que les actions regardent déjà au-delà de ça. Regardent au-delà sont déjà dans la pause des banques centrales, sont déjà dans la pause de la Fed, ils sont déjà là-dedans, les marchés actions. Une partie, en tout cas, est déjà là-dedans. Mais le cuivre, lui, les commodities sont plus terre à terre, j'ai envie de dire. Regarde le court terme, hop, au court terme, c'est qu'il n'y a pas une demande qui est si phénoménale que ça pour l'instant avec la Chine, avec l'industrie, avec l'Allemagne, etc. Donc, on en est là. Alors, par contre, il va falloir faire gaffe de ne pas être trop vendeur non plus. Ce qu'il était, moi je l'étais. Hein, j'étais prudent, mais pas vendeur full blind, quoi. Donc, à un moment donné, il y a quand même des choses qui vont revenir sur la table. Hein. Si à un moment donné, il y a une bonne stat chinoise ou autre, il va falloir quand même être opportuniste. Alors, je ne vous dis pas d'acheter maintenant parce qu'il y a un support. Ça, les supports, ils valent ce qu'ils valent. Hein. S'il y a une mauvaise nouvelle sur je sais pas quoi, le plafond de la dette ou autre et que tout le monde panique, le cuivre, il peut aller à 7006 et même sous 7005. Hein. Ça peut capituler salement avant de repartir. Donc, je trouve que le timing pour acheter du cuivre n'est pas génial du tout. Il n'y a pas de signal du tout. Ce qu'on essaie de voir, c'est quand le couteau va se planter. Est-ce qu'il se plante là? Est-ce qu'il va se planter là? Et comment c'est que ça se plante? C'est quand vous avez un mouvement, par exemple là, un truc en cascade, bam, 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 puis qu'à un moment donné, hop, il faut repasser au-dessus d'une zone qui est une zone d'accumulation, vous voyez ici, ou d'hésitation, plutôt de rebond, voilà. Donc, par exemple, imaginons que là, on s'arrête là, et qu'ensuite, le cuivre remonte à 8004, voilà. Dès que vous passez la résistance ici, vous commencez à chatouiller l'ancienne zone ici, ça
commence à ressembler à quelque chose qui peut être exploitable en phase de rebond. Alors attention, ça peut s'y reprendre à plusieurs fois, ça peut faire une amorce, puis une deuxième, une troisième, mais voilà, je pense qu'il faut être attentif et attentiste de ce genre de signaux. Même si on est tenté de se dire, attention, là, effectivement, c'est un peu trop vendu sur le... Hein, vous ne savez pas où ça peut aller. Hein, donc, voilà. Et si le couteau se plante là, ben, on attendra de repasser à ce moment-là les 8000 derrière, vous voyez, pour commencer à revenir un peu long. Hein, voilà. C'est ça qu'on va commencer à surveiller. Sans présager d'où sera le support. On va attendre de trouver un support, et comment on trouvera le support, on le saura qu'à partir du moment où on aura une belle réaction, à un moment donné. Voilà. Donc il faudra d'abord attendre d'avoir une belle réaction pour se dire, ça y est, c'est le moment d'y aller. On finit par les cryptos, le Bitcoin, et après je vous laisse là-dessus. Donc le Bitcoin, il encaisse sa phase de redressement des taux US, de redressement du dollar. L'épaule tête épaule ne paye toujours pas, donc attention. Hein, attention, il y avait ce risque épaule tête épaule, hein, qui nécessitait, qui justifiait de déclencher. Mais ce qu'on avait dit il y a quelques jours, et qu'on n'a pas revu donc depuis, c'est que on s'était parlé déjà ici, hein, quand le Bitcoin était revenu sur la ligne de coup. On avait dit stop. Hein, donc là, le signal était ici, ça paye un peu, le marché revient se coller sur la ligne de coup, c'est fini. Hein, vous ressortez à break-even, vous sortez à zéro, mais surtout, vous ne prenez pas le risque de rester short Bitcoin parce que c'est peut-être un bear trap. Et bien nous en a pris parce que depuis, et là aussi, vous voyez, malgré les taux qui se redressent aux États-Unis ou autres, il est résilient le Bitcoin. Là. Donc quand je dis attention, c'est attention aux shorteurs. L'épaule tête épaule ne délivre pas pour l'instant les signaux potentiels qu'elle peut délivrer. La hausse des taux US n'effraie pas le Bitcoin trop fortement ces derniers jours. Je ne vous dis pas qu'il faut acheter, hein, entendons-nous bien. Moi, je serais chaud plutôt pour acheter vers les 30 000 sur site. Là, vous voyez, un truc où on ressorte de tout ça, où on invalide l'épaule tête épaule, où elle se valide et après elle repart là. Vous voyez, mais voilà, il faut attendre quand même que ça reparte sur les résistances. 30 000, voilà. Très à l'aise pour acheter à 30 000 par contre. Très très à l'aise. Si vous achetez maintenant, c'est que vous êtes un accumulateur. C'est que vous êtes prêt à vous prendre une épaule tête épaule dans la figure avant de repartir. Voilà. Ça ne me gêne pas d'acheter maintenant si vous êtes prêt à faire ça. Hein, voilà. Si vous êtes dans une logique d'accumulation pour ensuite aller chercher, ce qui, je pense, sera les niveaux suivants dans quelques mois, un 38,2 et un 50% de FIBO. Vous voyez. Voilà. La stratégie est toujours là, hein, toujours bullish. Pour aller là. Là, la question, c'est quel temps il nous faut pour restaurer le dernier mouvement des taux, du dollar, etc. Combien de temps on va devoir patiner, finalement, osciller autour de ce FIBO 23,6? Est-ce qu'on doit aller un peu plus en dessous d'abord, avant de repartir? Est-ce qu'on va juste coller avant de repartir? Voilà, vous voyez, c'est toujours avant de repartir. C'est pas est-ce qu'on va se retaper les 15 000. Donc voilà, pour l'instant, on est dans une zone, il ne faut pas pousser trop sur les shorts. Par contre, les shorts, vous pouvez vous y mettre. Si vous voyez ce qu'on était là pour le pétrole, en gros, si vous avez d'un seul coup des taux US qui montent à le 2 ans, par exemple, hein, qui montent à 4,50, 4,60, boum, le Bitcoin n'aime pas du tout. Il tombe à 26 000. Le dollar monte fort. L'eurodoll passe sous le 1,07. Vous voyez, ce genre de truc. Si vous sentez que, voilà, qu'il y a toute cette thématique taux-dollar qui pousse, le marché action qui prend peur, commence à baisser plus fortement, que le Bitcoin retombe à 26 000, là, vous pouvez effectivement tenter de rejouer l'épaule tête épaule. Vous mettez un petit short à 26,8, vous mettez un stop à 500 $, par exemple, et puis hop, vous tentez le gros shoot à 25, 24, quoi, hein, accomplissement donc l'épaule tête épaule. Voilà. Mais donc, si on doit retenter un short Bitcoin, pour moi, c'est que sur 26 000, stop assez serré, donc à 400 ou 500 $, pour espérer faire un bon jump voilà, entre 1000 et 2000 $ à la baisse. Mais pas avant. Hein, pas avant. Et très clairement, si le Bitcoin remonte à 30 000, c'est qu'il est archi résilient, c'est que donc, il faudra chercher à l'acheter. Très clairement. Et je vous dis, moi, la logique sur le Bitcoin, c'est une logique à moyen terme, je suis clairement bullish Bitcoin. Donc, voilà. S'il y en a qui n'aiment pas encore jouer à la baisse, c'est pas grave. Hein. Vous pouvez faire l'impasse sur une éventuelle épaule tête épaule parce que le signal que vous aurez à 30 000, lui, sera de qualité. Voilà. C'est chacun essaie de travailler, de marcher sur sa priorité. Moi, à moyen terme, je suis bullish. Hein. Donc, je vous dis, si on joue l'épaule tête épaule, c'est du contre-tendanciel, spéculatif, sur signal particulier. Voilà. Il y en a eu un sur la cassure ici, il est invalidé, donc on ne cherche pas à empiler. Il faut entendre un deuxième maintenant à 26 000, plus bas donc, hein. Pas sur le niveau actuel. Il faut taper 26 000 pour essayer de jouer la baisse suivante. Voilà, je laisse là-dessus pour aujourd'hui. Il était un peu plus long que d'habitude ce market live, mais on ne s'était pas parlé pendant quelques jours, donc il fallait faire le point sur pas mal d'actifs. Désolé pour le petit souci technique au démarrage, on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Et puis je vous retrouverai, on est mardi, donc demain, sans faute, à 11 h pour le prochain live. Bonne journée à tous et bon trade, au revoir.